Bonjour à tous, je suis Chloé Marbach et vous souhaite la bienvenue sur le podcast Pirate. Pour ce 10e épisode, on bat les records niveau durée. Bon, c'est le premier épisode aussi long, mais honnêtement, je n'ai pas réussi à le raccourcir, sinon vous seriez passé à côté de conseils vraiment pertinents. Et avec Stéphanie, on a parlé de sujets très vastes. Par exemple, de savoir comment gérer 2 entreprises en même temps, son retour d'expérience pour s'associer et bien gérer les parts sociales d'entreprise, comment mettre fin à une aventure entrepreneuriale, passer par un accélérateur, les levées de fonds, se faire mentorer, bien recruter et j'en passe. Le mieux, c'est que je laisse la parole à Stéphanie Roland, la fondatrice de Sana, algorithme pour aider à prévenir ou aider à guérir du cancer grâce à son alimentation. Bonne écoute! Bonjour Stéphanie. Bonjour. Écoute Stéphanie, donc tu as seulement 29 ans et tu en es pourtant déjà à ta 3e start-up. Aujourd'hui, tu es à la tête de Sana. Mais alors, avant d'en parler plus en détail, je trouverais intéressant d'apprendre à te connaître un petit peu plus. Et je voulais savoir si tu pouvais te présenter et notamment, tu vas revenir sur les étapes clés de ton parcours. Ok, donc moi, je suis une jeune ingénieure belge. Donc, j'ai fait ingénieur civil en Belgique, à Bruxelles. J'ai directement travaillé. J'ai fait déjà d'ailleurs j'ai fait un espèce de master entrepreneurial au sein de mon master. C'est un truc très spécifique de mon université et super intéressant. Donc toute notre thèse de mémoire et de master, c'était déjà un énorme business plan en partenariat avec quelqu'un en droit et quelqu'un en business. D'accord. Donc ça m'a fait toucher à de nombreux aspects du commerce que moi, en tant qu'ingénieur civil, j'avais pas du tout. Donc ça m'a donné envie déjà à ce moment-là d'entreprendre. Et puis j'ai travaillé 1 an en consultance en ingénierie pour, après 11 mois, je pense, démissionner et vouloir déjà entreprendre. Alors, à l'époque, j'avais pas du tout d'idée pour la boîte que je voulais créer. Donc, ce que je voulais faire, ma première idée, c'était de reprendre une boîte qui existait. Parce qu'il y a pas mal de PME qui existent, où tu vois familial, où le fils ou la fille ne veut pas reprendre, où il y a pas de personne. Et donc, je voulais en reprendre une. C'était en néerlandais d'ailleurs, vu qu'on a la Flandre en Belgique avec le néerlandais. Ça n'a pas marché, mais après 2 mois, j'ai fait, toute une due diligence, un audit, etc. Et puis, j'ai rencontré, via une amie, Lucie, qui est devenue mon associée par la suite. Et donc, on a travaillé à 2 pendant 2-3 ans quasiment sur 2 entreprises, une qui s'appelait Les Débrouillardes et une qui s'appelait The Project Factory, dont on parlera peut-être après. Et j'ai rencontré ensuite mon mari qui a bougé à New York. J'ai bougé avec lui et j'ai un petit peu recommencé ma nouvelle vie ici il y a environ 2 ans, en travaillant d'abord pour une sorte de start-up studio ici à New York et puis en lançant Sana. D'accord. Et du coup, ça veut dire que finalement, quand tu as fait tes études, t'as déjà un peu touché à ce qu'était l'entrepreneuriat, si j'ai bien compris ? Oui, tout à fait. Et alors après, t'as voulu reprendre une PME, mais finalement, ça l'a pas fait et t'as créé de toutes pièces 2 autres boîtes. Oui, exactement. Ok, ça marche. Et alors, du coup, les 2 boîtes que tu avais avec ton associé, elles étaient en parallèle ou elles se sont suivies l'une après l'autre ? En fait, la première idée qui nous est venue, on s'est posé à 2, je me souviens, et puis on s'est dit, ok, on va trouver une idée à faire. On n'avait pas d'idée. On s'est mis ensemble, et en fait, de par l'analyse un peu de nos caractères, on s'est rendu compte que ce qu'on voulait faire, c'était aider les autres à créer des boîtes. Ce qui était un peu stupide, mais c'est comique. Et donc, en fait, on avait eu l'idée de Project Factory, donc la boîte, l'usine à projet, où le but était d'aider à la base les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs plus techniques, ceux qui avaient des idées, des artistes par exemple, et qui n'avaient pas un background plus business, de pouvoir les aider et nous constituer, si tu veux, la partie business de leur entreprise. D'accord. Et en fait, ça a évolué. Et donc, par cette idée-là, on avait cherché d'autres projets et des projets pour lesquels participer. Et c'est là qu'on a rencontré des amis qui avaient lancé Les Débrouillardes, qui était à l'époque donc une ASBL, ce qu'on appelle une non-profit, tu vois, une association sans but lucratif, et qui aidait les femmes à l'époque à apprendre les travaux manuels, donc à apprendre à forer, carreler, etc. Et donc on s'est dit, oh super projet, on veut bien le reprendre. Donc ça sortait complètement de l'idée Project Factory parce qu'il fallait la reprendre en entier. Mais parce qu'on était tellement excités, on l'a reprise et on a continué à faire Project Factory à un moment donné en switchant complètement le business model sur quelque chose qui allait aider plutôt les PME à innover dans le cas où, par exemple, elles n'avaient pas les moyens, pas les ressources financières en termes de personnes, etc., pour innover et avoir des nouvelles idées. Mais elles avaient des idées, mais il fallait quelqu'un qui les analyse et les lance. Et donc, du coup, on s'est focusé, nous, sur les PME sur les côtés, tout en faisant les débrouillardes. Mais c'est quelque chose que je recommande pas du tout de faire 2 entreprises en même temps. Ouais, parce que je me dis, au niveau de la charge de travail, déjà, s'occuper d'une seule entreprise, c'est quand même pas évident. Mais alors, quand en plus, t'en as 2, comment est-ce que concrètement vous avez fait ? Comment est-ce que vous vous organisiez, tu vois, pour pouvoir gérer les 2 de front ? Mais en fait, je pense qu'au début, les débrouillardes, on n'y croyait pas trop parce que ça marchait, mais on faisait un cours par mois à l'époque. Après, on est passé à 6, puis à 10, et puis on a commencé à attaquer la Flandre et avoir un partenariat. Et en fait, on faisait ça un petit peu sur le côté. Mais je pense que le problème de ça, et c'est un bon conseil pour tout entrepreneur, je dirais, c'est une question de focus. En fait, je pense que
Et c'est la même chose, je pense, quand tu es par exemple employé à temps partiel ou à temps plein et que tu fais un projet sur le côté. Je pense que ça peut aider financièrement au début, mais je pense que le problème c'est ton focus. C'est impossible, à moins que tu aies un job du genre serveur, tu vois, où tu n'es pas trop à réfléchir et à te poser toi-même. Je pense que si tu as un job ou dans lequel tu dois vraiment t'impliquer émotionnellement et au niveau de la réflexion, c'est extrêmement dur de faire ça à côté d'une entreprise. Et donc, quelque part, en faisant ces deux en même temps-là, si tu veux, à un moment, on s'est séparés, je pense. On avait dit, OK, toi, t'es CEO de l'un, moi, je suis CEO de l'une. On l'a changé, moi, je pense, 2 ou 3 fois. Donc, c'était complètement mal pensé. Mais c'était la manière qu'on avait trouvée pour un peu échanger et rester excités aussi sur le projet. Mais je pense qu'en termes de focus, c'était une erreur qu'on a faite depuis le départ. Et alors, du coup, ces 2 boîtes, ça a duré combien de temps ? Je pense que c'était 2 ans et demi, 3 ans. D'accord. En fait, c'était jusqu'à ce que je rencontre mon mari. Et donc, à ce moment-là, lui... Enfin, mon mari, mon copain à l'époque, et après très tôt, donc après 8 mois de relation, lui est parti travailler aux États-Unis. Et donc c'est posé la grosse question de quid de moi et de mes bébés, parce que j'appelais mes boîtes mes bébés, et de la relation aussi qu'on avait créée avec mon associé, parce que on disait toujours que être associé c'était un peu comme un mariage. On se voyait 24 heures sur 24, on connaissait tout. Et donc en fait moi j'avais dit dès le départ, je quitterais pas mes entreprises, parce qu'après 2 ans et demi, elles commençaient enfin à aller bien et on commençait à pouvoir enfin peut-être se payer correctement, créer une vraie équipe dans les deux cas en fait d'ailleurs en plus, dans Project Factory et dans les débrouillades. Mais c'est vrai que je pense que voilà, les relations longue distance c'est pas évident et donc après 4 mois de relations en tout cas outre-mer, j'ai décidé de quitter mes entreprises pour rejoindre ce qui est devenu mon mari ici aux États-Unis. Donc ça a fait un gros choc. Alors, on parle beaucoup de création d'entreprise dans le podcast, mais on parle rarement, enfin jusqu'à présent on n'a jamais parlé de comment est-ce qu'en final on arrête une entreprise. Et du coup, comment est-ce que toi tu t'es pris pour te dire aujourd'hui j'arrête ces 2 activités-là pour me consacrer à autre chose. Enfin, tu vois, comment est-ce que ça se passe à la fois juridiquement et concrètement, tu vois, parce que pour moi ça me parle pas du tout, je sais pas du tout comment est-ce qu'on fait. Alors c'est extrêmement difficile. Ce que j'ai appris, et c'est une bonne chose parce que les États-Unis sont beaucoup plus, si tu veux, structurés en termes de création d'entreprise et de comment ça doit fonctionner, notamment au niveau des cofondateurs que l'Europe. Mm-hmm. Et par exemple, ne fût-ce qu'un point juridique, mais qui peut aussi aider émotionnellement, parce que rompre, si tu veux, une relation d'associé n'est pas évidente quand tu deviens en plus ami, etc. Ouais, c'est sûr. Surtout entre filles parfois aussi, mais même c'est assez brusque. Je pense que par exemple, quelque chose qui existe aux États-Unis, c'est que tu as, en fait, en tant que cofondateur, tu as un vesting, ce qu'on appelle un vesting de tes shares, donc des actions dans l'entreprise. Et ça veut dire que, par exemple, disons qu'on fait 50-50 avec un partenaire. Si tu restes, par exemple, après 1 an, tu as 0% de tes parts. Donc tu as 1 an de barrière, si tu veux, ce qu'on appelle une cliff ici aux États-Unis. Et puis après cette première année, tu as encore 2 ou 3 années sur lesquelles chaque mois, si tu veux, tu gagnes un peu pour arriver à 50% après 3 ans. Alors ça peut paraître peut-être inutile, mais en fait déjà pour les investisseurs, ça les intéresse énormément parce que ça veut dire que si tu pars après 2 ans, tu pars pas avec des parts de la boîte et eux ils ont investi dans quelqu'un qui n'existe plus. Mais à la fois pour une relation cofondatrice, je trouve ça extrêmement intéressant parce que nous on a discuté énormément avec Lucie de combien de parts je pouvais garder dans la boîte parce qu'on n'avait rien écrit sur papier, combien de parts je devais lui donner, contrairement à ce que je devais lui vendre. Et on a beaucoup discuté et ça a mis, je trouve, des bâtons dans les roues par rapport aussi à la rupture, entre guillemets, émotionnelle d'une relation d'associés. Alors que si tout était sur papier, ça aurait été beaucoup plus facile. Et finalement, il y a que ça à faire. Il y a que, en fait, vendre, entre guillemets, ou donner ses parts. On peut rester minoritaire et puis après décider qui gère l'entreprise. Mais dans notre cas, ce qui a été très, très dur, c'est que, comme on avait 2 entreprises, de nouveau, erreur de départ, c'est qu'elle a dû choisir laquelle des 2 le reprenait. Et donc, dans un des cas, dans Project Factory, on avait un employé qu'on a dû malheureusement licencier. Dans les débrouillades, on avait une 15aine de professeurs avec lesquels on travaillait, mais ils sont en freelance. Donc ça posait moins de problème. Mais c'est vrai que c'est toute une structure et puis toute une réflexion de 2 ans qui part en fumée. Donc je veux dire, émotionnellement, c'est très dur aussi, je trouve, de se dire qu'en un coup, après, pour aussi des décisions très personnelles, on met un travail de 2 ans, sachant qu'en général, une entreprise ne fonctionne qu'après 2 ou 3 ans vraiment. On met ça sur le côté, quoi. Et donc ça devient, il n'en reste plus grand chose parce que l'une des boîtes, on a dû la fermer, quoi. D'accord. Et l'autre, comment est-ce qu'elle se porte ? Enfin, laquelle vous avez fermé et comment se porte l'autre ? Donc, on a fermé de Project Factory parce que ça ressemblait un peu plus à de la consultance. Donc, disons que c'est plus facile à réouvrir même et à fermer parce qu'on a arrêté les projets en cours et tout. Et donc, ma partenaire Lucie à l'époque voulait reprendre les débrouillardes. Et donc, maintenant, elle a la tête de Débrouillardes Belgique. Et ce qui était bien, c'est qu'avant que je parte, on avait réussi à avoir un partenariat avec une entité de bricolage comme Leroy Merlin en France. Mm-hmm. Leroy Merlin qui d'ailleurs fait ça en France. Et donc, en fait, en Belgique, on organise maintenant des cours de bricolage dans une 20aine de magasins francophones et néerlandophones grâce à ce partenariat. Et donc, ils nous payent, entre guillemets, pour qu'on fasse ces cours via des profs. C'est des cours théoriques et pratiques. Donc, si tu veux, heureusement, je suis partie au moment où on a installé aussi une structure dans laquelle on allait enfin pouvoir voir du chiffre d'affaires qui allait arriver de manière assez régulière. Et toi, aujourd'hui, du coup, tu n'as plus du tout de part dans cette entreprise ou tu en as quand même gardé un petit peu ? J'ai gardé un petit peu. On vient de finaliser, donc après 2 ans pour te dire, on vient de finaliser
les dernières parties de parts que je devais lui vendre. Donc je lui ai donné une partie qui, je pense, était juste par rapport aux 2 années d'investissement, et maintenant je lui ai revendu une partie. Donc j'aurai une 10-15 de %. D'accord. Ah bah tu vois, comme quoi, c'est quand même pas si évident quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Au final, ça veut dire que c'est un sacré engagement, surtout quand t'as une associée. Et comme on parle justement de travail avec une associée, je voulais savoir, tu disais que vous aviez rien écrit au départ, mais alors comment est-ce que vous vous êtes dit, alors moi, je vais plutôt m'occuper de ça, toi plutôt de ça. Comment est-ce que vous êtes répartis les rôles, tu vois? Comment est-ce que vous avez fait pour travailler à 2 sans que ça soit trop conflictuel et pour que justement ça se passe bien, puisqu'a priori, vu ce que tu en dis, vous aviez quand même plutôt une bonne relation à la fois professionnelle et amicale. Oui, alors c'est vrai, quand je dis qu'on n'a rien écrit, c'est pas vrai. Ce qu'on avait pensé, c'était de faire un acte de cofondateur. Donc si tu veux, t'as un pacte comme un pacte d'associés, je pense, c'est ça que ça s'appelle, où on avait suivi, tu sais, des lignes directrices qu'on avait trouvées en ligne, etc. Mais c'était plus pour des questions, genre si tu décèdes, enfin c'était des choses comme ça. Il n'y avait pas de question, en tout cas, si toi tu quittes la société, à partir d'un moment, tu as droit, etc. Donc ça, on l'avait mis sur papier. Mais par contre, au niveau des responsabilités, et ça c'est vraiment une des leçons que j'ai apprises en fait, c'est que si tu veux, comme elle avait fait business, école de commerce, et moi j'avais fait ingénieur, mais en même temps j'avais eu ce parcours entrepreneurial dont je t'ai parlé en master, j'avais, pas autant, mais j'avais pas mal de connaissances, en tout cas en business. Et donc en fait, dès le début, on a eu du mal à attribuer qui faisait quoi. Et comme, si tu veux, on n'avait pas vraiment de côté de projet très très technique non plus. Les cours de bricolage, c'est pas nous qui les donnions, c'était des professeurs par exemple. Mais c'était très très dur. Et donc ça a été toujours un problème où on s'assignait, si tu veux, des tâches plutôt qu'un rôle. Et maintenant que je suis aux États-Unis de nouveau, où tout est beaucoup plus structuré et on t'apprend vachement de choses, et d'avoir fait partie, dont on parlera peut-être tout à l'heure, d'un incubateur, d'un accélérateur d'entreprise, c'est vrai qu'ici on désigne très rapidement un CEO, un COO, un CTO. Et je pense qu'au final, surtout au niveau personnalité, on savait un peu très bien qui aurait dû faire quoi. Mais on se l'est pas assigné, je ne sais pas pourquoi, en fait, tout simplement parce qu'on s'est lancé dedans sans réfléchir, etc. Et je pense qu'au final, ça aurait été mieux depuis le départ d'avoir ces attributions. Et je pense aussi à un truc très intéressant que j'ai appris, aussi surtout en travaillant avec des employés, c'est que la personnalité importe énormément. Donc si tu veux, tu peux voir sur papier, ah oui, cette personne-là, elle a ces caractéristiques, donc elle serait meilleure CEO parce qu'elle a plus de background en business ou en école de commerce, etc. Mais au final, si cette personne, tu vois, est peut-être plus introvertie et qu'elle est plus organisée, plus process, etc., ça pourrait être quelqu'un qui serait plus familière avec des opérations plutôt que l'exécution. Tu vois, donc c'est finalement, je trouve que faire des tests parfois de personnalité et voir comment on peut travailler ensemble est une chose super bien, et aussi pour ne pas aussi être rapidement frustré par la façon dont les autres travaillent. Et toi, tu dirais que tu as eu des frustrations quand tu as travaillé justement avec Lucie, ou pas spécialement? On n'avait jamais vraiment discuté de la façon dont on serait investi, tu vois, au niveau temps, par exemple, et émotion. Et évidemment qu'à un moment donné, ça t'use, tu vois, d'entreprendre. Mais surtout donc, quand tu as 2 boîtes en même temps. Voilà, donc tu donnes plus autant d'heures après 2 ans que la première année. Et donc, je pense qu'on a eu un décalage à un moment à ce niveau-là, dont on n'a pas parlé. Donc, je pense que la communication est primordiale dès le temps numéro 1. Et donc, je pense que c'est le genre de choses qu'on aurait dû discuter depuis le début ensemble, c'est sûr. Ça marche. Oui, donc du coup, tu avais envie d'être entrepreneuse, tu n'avais pas forcément d'idée, c'est fait naturellement, ta rencontre avec Lucie, vous avez créé vos 2 boîtes. Ensuite, tu pars aux États-Unis. Oui. Donc, tu crées Sana. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Sana? Bien sûr. Alors, Sana, si tu veux, c'est un algorithme que nous avons créé pour les patients atteints de cancer et les survivants, pour, si tu veux, pouvoir recommander la meilleure nutrition à tout moment de leur traitement, afin d'avoir 3 objectifs. 1, combattre tout problème de malnutrition, car tu as en fait 50 à 80% des patients qui ont le cancer qui sont en malnutrition ou en dénutrition, donc qui n'ont pas les bons nutriments. Pour aussi combattre tout ce qui est symptômes et effets secondaires, donc comme tu peux imaginer, les patients qui ont le cancer à cause de tout leur traitement, etc., ont énormément de symptômes. Et enfin, on veut aussi pouvoir leur donner plus de chances de guérison. Donc on travaille de manière très très scientifique, parce que tout est basé sur les dernières recherches scientifiques et sur la data science. Et donc on veut vraiment travailler, si tu veux, avec leur traitement pour le rendre plus efficace et moins toxique. D'accord. Mais alors, ça m'a l'air d'être quelque chose qui est quand même hyper scientifique, tu vois, hyper poussé. Ouais. Toi, tu as fait des études donc en ingénierie, mais alors comment t'es venue l'idée quand même à la base? Parce que est-ce que t'avais déjà un petit peu touché à ça auparavant? Est-ce que c'est via tes études, via ton histoire personnelle? Comment ça s'est passé? Bon, déjà, c'est vrai que de mon histoire personnelle, c'est que j'ai effectivement perdu ma maman à 15 ans d'un cancer, et ça ne m'a jamais affecté au niveau, par exemple, de penser de faire une entreprise là-dedans. D'ailleurs, ma sœur est médecin et je lui ai toujours dit, ne fais jamais de l'oncologie, ça va t'affecter beaucoup trop personnellement. Je voulais plutôt m'éloigner de ça et me dire, ben voilà, c'est quelque chose qui s'est passé, on n'en reparle plus, et voilà. Mais en fait, quand je suis arrivée aux États-Unis, je pense parce que tu peux imaginer que la nutrition est très différente ici aux États-Unis. Je pense que j'avais regardé à l'époque, si tu veux, un documentaire sur Netflix. Tu vois, une connerie, quoi. Un documentaire sur Netflix
qui existe toujours, qui s'appelle What the Health, et qui en fait est beaucoup trop, maintenant que je connais mieux ce que je connais, caricaturé et parfois pas complètement juste. Mais en fait, je me souviens, je l'ai regardé un vendredi après-midi, j'ai envoyé un message à mon mari et je lui ai dit, on arrête la viande. Et nous, on mangeait beaucoup de viande, de la viande comme tout Européen, Français ou Belge mange. Et il me dit, mais non, jamais, etc. Et donc, je lui dis, attends, reviens et regarde le documentaire avec moi. Et on a regardé le documentaire, puis on a regardé un deuxième. On a regardé tous les documentaires sur Internet sur la santé et la nutrition. Et en fait, déjà ça m'a permis d'imaginer comment je pouvais changer ma nutrition et l'impact que ça pouvait avoir sur la santé. Donc, si tu veux, on sait tous que bien manger, c'est mieux, tu vois. Mais j'avais jamais imaginé vraiment la relation que ça pouvait vraiment avoir avec le cancer ou d'autres maladies. Et à la base, je pense pas que j'ai directement pensé en cancer, mais j'ai une de mes meilleures amies, dont le papa souffre d'un cancer aussi, qui est aussi une sorte de second père pour moi. Et je me souviens que juste après ça, elle m'a dit, d'ailleurs, vu que tu es intéressée par ça maintenant, est-ce que tu as des recommandations pour les patients qui ont le cancer? Et j'ai dit non, mais attends, je vais chercher, tu vois. Et je suis arrivée, je me souviens, on était en week-end avec dans un petit village qui s'appelle Woodstock d'ailleurs, qui n'est pas l'origine de Woodstock aux États-Unis, mais c'est marrant, un peu hippie, avec un ancien bookstore avec plein de livres usagés, etc. Et puis je vois des trucs cancer et nutrition, quoi. J'ai tout acheté, tout en seconde main, et j'ai commencé à lire, mais je m'arrêtais plus. Et en fait, si tu veux, on parle toujours d'entrepreneuriat comme une passion. Et moi, j'ai toujours eu la passion de démarrer des projets. Donc, j'adore démarrer un projet, quel qu'il soit. Mais là, c'est devenu le sujet en lui-même est devenu une passion, mais intemporelle. J'ai pas arrêté. Donc, j'ai lu tous les livres possibles. Puis, je me suis dit, OK, je vais prendre des cours. J'ai pris des cours. J'ai trouvé tous les cours que je pouvais en ligne. J'ai lu des articles scientifiques. Et aussi, c'est aussi pour moi, en fait, la première fois que je me suis, si tu veux, réconciliée avec mon master en ingénierie. Parce que j'ai fait de l'ingénierie en chimie et sciences des matériaux. Et je l'ai jamais utilisé. Tu vois, les débrouillards, c'était du bricolage. J'y connaissais rien. Project Factory, c'était du business. Et donc, c'est la première fois que je me suis réconciliée avec ça. Et j'ai vraiment voulu tout comprendre de A à Z. Et plus je comprenais, plus j'étais là, mais c'est pas possible. Je connaissais pas. Personne connaît ça. Et en fait, c'est tellement complexe le cancer, si tu veux, que pour comprendre les liens entre la nutrition et le cancer, tu dois comprendre toutes les approches qui existent. Et au niveau très, très, très moléculaire, quoi. Donc, tu dois vraiment comprendre tous les composants et tous les mécanismes scientifiques qui se passent. Donc, soit tu y vas à fond et tu essaies de tout comprendre, soit tu restes en surface. Comme souvent, certains, je pense, nutritionnistes le sont. Et donc, du coup, après avoir tout compris, j'étais là, mais il faut faire quelque chose. Il faut que les gens sachent ça. C'est pas possible. Je voulais aider tous les patients, genre le père de mon ami. J'étais là, mais je vais te faire un protocole. Je vais te dire ce qu'il faut manger, etc. Et donc voilà, ça c'était plutôt devenu, si tu veux, un problème que je pouvais pas laisser non résolu. Et c'est vraiment ça je me souviens, j'en ai parlé à mon mari. J'ai dit, il faut que je trouve une idée, il faut que je fasse quelque chose. Faut que je me lance là-dedans, quoi. Je savais pas exactement encore comment. Mais je voulais absolument faire quelque chose là-dedans, et c'est comme ça en fait que ça a été un peu la phase tournante. Et ce qui est aussi vrai du coup, c'est qu'en même temps, j'ai changé moi-même mon alimentation, et j'avais eu en fait moi des problèmes avant de partir aux États-Unis pendant 2-3 ans, où tu sais j'avais un peu comme tout le monde, hein, j'avais mal au ventre, j'avais des bouffées de chaleur, et j'ai fait tous les médecins possibles, et ils disaient mais c'est le stress, qui a très bon dos, et c'est vrai, le stress n'est pas bon, mais en changeant moi-même mon alimentation, en suivant si tu veux le protocole que moi je donnerais pour n'importe qui en prévention du cancer, ben, ça a disparu, quoi. Et j'avais un taux de cholestérol qui était trop élevé, il est devenu mais parfait, tu vois, et donc en un coup, je me suis dit, ben, j'ai réussi à me fixer moi-même, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment devenu un côté que je pouvais plus éviter. Ça va. Et tu peux donner des exemples de choses qu'on devrait moins faire ou que toi, tu as décidé de mettre en place, ne serait-ce que pour toi, tu vois, à ton niveau, pour donner des petits conseils, on va dire, aux personnes qui écoutent? Bien sûr. Je dis toujours que je pense que ce qui s'est mal passé dans le dernier siècle, si tu veux, ce que nous, on voit sur notre assiette aujourd'hui dans les magasins, c'est pas ce que nos grands-parents voyaient il y a 100 ans, tu vois. Et donc, ce qui a changé, c'est le process, tu vois, le process industriel. Donc, tout ce qu'on mange aujourd'hui est transformé. Donc, même, tu vois, les céréales que moi je mangeais le matin quand j'étais petite, mais c'est ultra transformé et c'est bourré de sucre. Et donc, si tu veux, il y a deux composants qui, si tu veux, ont été dégradés au fur et à mesure de ce process et qui font, je pense, qui sont les deux principales causes de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Je résume vaguement. Le premier, c'est que tous les sucres, si tu veux, sont devenus des sucres rapides. Donc, par exemple, la farine qu'on mange, c'est de la farine blanche. Normalement, elle n'est pas censée être blanche. Tu as enlevé tous les bons composants qui sont dans le bren, la couverture du grain. Et donc, tu as perdu toutes les vitamines, tu as perdu toutes les fibres, tu as tout perdu. Et dans une farine blanche, comme dans du riz blanc, comme dans n'importe quoi, comme dans du sucre rapide, si tu veux, ça te donne des énormes montées d'insuline, parce qu'évidemment, ça doit être digéré très rapidement par ton intestin. Et donc ça, c'est lié, je vais pas t'expliquer comment, parce qu'il y a plein de mécanismes qui en découlent, mais c'est lié à l'initiation du cancer, au diabète, à plein de choses. Et donc, en fait, on se rend pas compte le nombre de sucres rapides qu'on mange. Et donc, ce que je dis à n'importe qui veut changer quelque chose, je dis manger tout complet tout le temps, quoi. Ça devrait même pas être tu vois, même par exemple du pain complet, c'est pas du pain complet. C'est 1/3 de complet, 2/3 de blanc. Donc tu vois, moi je pense qu'il faut vraiment repasser à se disant le complet c'est la norme
et le blanc, c'est l'exception. Donc des pâtes complètes, moi je mange plus que ça, et en fait tu changes aussi de goût quand c'est comme ça. Moi je supporte plus les pâtes blanches, je supporte plus. Donc ça c'est un truc. Le deuxième truc que je pense, et c'est lié à ce que je te disais au process, c'est vraiment tout ce qui a été transformé. Donc je prends le cancer comme exemple, si tu veux, plus quelque chose est transformé, plus il crée, si tu veux, des composants dans la nourriture qui ne sont pas reconnus par notre corps. Ça s'appelle la glycation, voilà, je vais pas aller dans les détails, mais si tu veux, ça crée des choses qui ne sont pas censées être reconnues. Et donc du coup, tout ce qui est transformé, mais même des crackers, n'importe quoi, même des cookies vegan, bien sains, soi-disant, etc., tout est transformé. Et donc je pense qu'on doit vraiment revenir à une nourriture telle qu'elle a été donnée par la nature, ce qui paraît simple en fait, et normal, et peut-être telle qu'elle était il y a 100 ans, c'est-à-dire le plus complet possible et le plus naturel possible. Donc par exemple, évidemment, le plus de fruits et légumes, le plus de choses moins transformées, la viande transformée comme même le jambon, ça a aussi des composantes qui sont détrimentales pour la santé. Et donc je pense que vraiment, tout ce qui est le moins transformé et tout ce qui est le moins sucre rapide. Voilà, c'est les 2 conseils que je donnerais à tout le monde. Non mais super. Et donc du coup, suite à toutes ces lectures que tu as faites, le fait de te renseigner, tout ça, tu dis il faut que je crée quelque chose. Premièrement, ça veut dire que il y avait rien du tout qui existait, il y avait pas d'entreprise qui proposait de réponses à tout ce que tu lisais. C'était principalement des études qui étaient faites, c'est ça? Oui, en fait, si tu veux, en tout cas dans le cadre du cancer, tu dois avoir une association aux États-Unis qui est un peu dans la nutrition du cancer, mais pas très scientifique de nouveau, plutôt, tu vois, recommandation globale, et c'est sûrement très bien, hein. C'est différent, c'est pas autant détaillé et dans la science que nous, mais non, il n'existe rien, et c'est vrai que, bon, moi, de mon souvenir, et apparemment, il n'a pas beaucoup changé depuis que j'ai 15 ans, mais je sais pas si t'as expérimenté ça, mais la nourriture à l'hôpital, c'est du pain blanc, de la margarine qui est ce qu'on appelle les trans fats qui sont cancérigènes, enfin, c'est du jambon, c'est n'importe quoi, et donc, en fait, il y a un énorme gap entre ce que te recommanderait un docteur ou même une nutritionniste en hôpital, et je suis sûre qu'il y en a des excellentes, donc je ne critique pas ça, et ce qui existe aujourd'hui en termes scientifiques. Et je pense que, et même aujourd'hui, en tout cas en Europe, aux États-Unis, si tu veux, ça commence. Tu as un mouvement qui s'appelle la médecine intégrative qui comprend la nutrition et le bien-être dans ton traitement. D'accord. Et tu as, je crois, 0,2% des patients qui ont le cancer qui ont droit à des conditions et des recommandations nutritionnistes. Et encore, c'est de nouveau basé sur les principales lignes directrices. Après, en Europe, c'est pas du tout le cas. Mmh. Et donc, moi, j'ai eu une discussion très houleuse avec des oncologues ici, notamment des oncologues aussi français, parce qu'on parle pas le même langage, en fait. Et c'est ça qui est extrêmement dur, et je pense qu'il sera un bel obstacle pour nous dans le futur, de comment, si tu veux, faire le pont entre le domaine médical et nous, et le patient, parce qu'évidemment, le patient va toujours croire les recommandations de son docteur, bien sûr, mais si tu veux, c'est vrai qu'on ne parle pas le même langage et on ne connaît pas la même science. Tout simplement parce que, comme tu peux l'imaginer, la médecine aujourd'hui je pense qu'aux États-Unis, c'est quoi? C'est 20% des écoles de médecine ont un cours en nutrition. Ouais, d'accord. Voilà. C'est fou quand même, tu vois, de se rendre compte que y a quand même eu des études. Enfin, toi, t'as eu accès à tout un tas d'informations qui prouvent qu'il y a vraiment un lien entre ce que tu manges et ton état de santé et ton état même de guérison face à des maladies telles que le cancer. Et où au final, dans le corps médical, il n'y ait pas du tout cette conscience-là. Tout à fait. Et je pense que c'est en partie par cette éducation, ce problème d'éducation, où la médecine aujourd'hui est une médecine très médicamentée, tu vois. Et puis tu as l'autre partie, je pense, surtout dans le cancer, qui est que tu as tellement d'approches à combiner que c'est compliqué, c'est complexe. Si tu prends le diabète, tout le monde est d'accord que le diabète, il faut manger moins de sucre. Il y a une petite bataille entre le sucre et les graisses, point, tu vois. Mais tout le monde sait que le diabète est aussi causé par la nutrition. Aujourd'hui, le cancer, c'est tellement complexe et c'est lié à une série de mutations qui doivent survenir à des moments donnés et qui sont peut-être dues aux UV, à la cigarette, à ta nutrition, sont dues à énormément de choses, que c'est extrêmement dur, en tout cas au niveau causalité, de prouver que la nutrition a un impact. Et puis c'est pas un aliment, c'est un ensemble, c'est ta nutrition globale. Et de nouveau, c'est pas non plus un régime alimentaire. Et c'est le problème des recherches aujourd'hui, c'est qu'elles sont vachement, si tu veux, focusées sur un régime alimentaire en particulier, par exemple paléo, etc. Paléo, ils recommandent que de la viande, c'est pas du tout bon non plus, c'est des graisses saturées, etc. Mais nous, on n'est pas du tout pour des régimes alimentaires particuliers. Il n'y a pas de régime qui porte le nom de ce qu'on dit. C'est vraiment juste commencer par quelque chose de moins transformé et plus naturel possible, c'est tout. Et donc, je pense que cette difficulté-là, aussi au niveau scientifique, essai clinique, fait que c'est extrêmement dur de faire un essai clinique où si tu veux, les patients mangent une série de produits et pas un seul produit en particulier et prouver que ça a un effet. Mais par contre, la science qui lie, si tu veux, les molécules d'un produit à des bienfaits ou des méfaits au niveau de la santé existe. Et il y en a des milliers. Donc, en fait, si tu veux, tu les combines, t'as compris.
C'est juste qu'il faut les combiner. Et alors du coup, parce que tout à l'heure, tu me disais, donc tu te rendais compte qu'il fallait que tu fasses quelque chose, qu'il y avait pas vraiment de solution, on va dire, qui existait sur le marché. Comment est-ce que tu passes de, je sais qu'il faut que je crée quelque chose, à je sais que je veux créer ça, et ensuite je vais vraiment le concrétiser? Disons qu'à l'époque, je travaillais donc pour cette startup studio ici à New York, et j'aimais pas trop ce que je faisais non plus. Je me sentais extrêmement seule, et voilà. Et donc je pense que ça a aidé dans ma réflexion de tiens donc, ce sera un petit bon moment pour une migration, si tu veux, vers quelque chose d'autre. Et j'ai toujours eu envie. En fait, c'est très très dur, je pense, quand tu as entrepris. Et c'est pas une question d'être ton propre patron. Je crois que c'est une question si tu veux, des skills et des compétences que tu as développées. Parce que je me souviens quand j'ai postulé ici, j'étais là, mais je sais même pas quoi écrire sur mon CV. Oui, j'ai fait un peu de marketing. Oui, j'ai fait un peu de sales. Oui, j'ai fait un peu de, tu vois. Et quand tu es, surtout quand tu lances ta propre entreprise, tu fais tout et n'importe quoi. Donc tu es un super bon généraliste, mais tu n'es pas un bon expert. Donc quand tu postules, c'est extrêmement dur, à part dans des startup studios où tu as ce qu'on appelle des entrepreneurs en résidence, c'est impossible de trouver un job. Et donc en fait, si tu veux, ça te fait comprendre que tu es aussi destiné, je trouve, à continuer. Et je pense que tu as une flamme qui s'éteint pas, enfin, heureusement et malheureusement. Et donc je pense qu'à ce moment-là, c'était le bon moment pour moi de transitionner vers quelque chose d'autre. C'est juste que j'ai juste regardé à mon mari à l'époque, j'ai fait qu'est-ce qu'on va faire si je gagne plus d'argent. Donc j'ai commencé par travailler pour une boulangerie sur le côté pendant 2 ou 3 mois avant de réfléchir vraiment si je m'investissais. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que j'avais postulé, mais si tu veux, au tout début où j'ai eu l'idée de faire Sana, où j'ai même eu l'idée de faire quelque chose, j'avais postulé dans un incubateur ici à New York. Mais juste, tu sais, j'avais googlé, j'avais trouvé quelque chose, j'avais mis mon nom, hop. 5 mois plus tard, il m'envoie un truc en disant que j'étais présélectionnée en août, et j'ai dit mais c'est pas possible, je m'en souvenais même pas que je me souviens, j'ai mis l'email à la poubelle, j'ai été recherchée, et j'ai fait mais c'est pas possible, etc. Et je pense qu'en fait ça a été la pierre tournante. Parfois t'as besoin d'un petit input extérieur pour te booster dans ta décision, et ça a été la décision. Non mais c'est clair, je trouve que c'est vachement des signes de la vie qui arrivent sur ton chemin et qui te permettent de donner un petit sens particulier. Et alors donc justement, donc t'as ce go entre guillemets, enfin cette présélection de cet incubateur. Qu'est-ce qui se passe après? Alors c'était marrant parce que j'étais en Belgique à ce moment-là et je me souviens, donc déjà il t'appelle, t'as plusieurs processus, etc. et tu sais pas si tu vas être pris bien sûr. Et je me souviens un an où il m'appelle et il me dit t'as 24 heures pour me confirmer l'offre, on veut t'avoir dans l'incubateur et tu dois être de retour dans une semaine. Et moi, j'étais pour 3 semaines en Belgique, tu vois. Finesse. J'étais là, ok. Mais bon, je savais que c'était une expérience à pas manquer, tu vois, être dans un incubateur à New York, si tu veux, c'est des fonds d'investissement qui créent ce genre d'incubateur, c'est pendant 3 mois, tu as un programme particulier, etc. Et donc, voilà, j'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui, et donc, j'ai repris un billet d'avion, je suis arrivée une semaine après, et là, je suis arrivée, je t'avoue, je savais pas du tout ce qui m'attendait, parce que le but, c'est qu'ils prennent 8 entreprises pendant 3 mois, toutes ici, c'était Foodex, donc toutes dans la food et la tech. D'accord. Alors je me souviens, moi, ils avaient fait une exception parce que j'étais concept de l'idée, donc j'étais pas très avancée par rapport aux autres. C'est ce que j'allais dire parce que souvent, en général, ils prennent des entrepreneurs qui ont déjà une idée qui est un peu plus que juste une idée. Enfin voilà, ils ont parfois même un prototype. Et c'est déjà beaucoup plus poussé. Toi, au final, tu avais juste eu l'idée et il y avait rien qui était fait à cette époque. Non, j'avais fait un site web. L'une de mes chances, on va dire, que j'ai eu, c'est que dès que j'ai commencé à entreprendre, comme j'avais fait ingénieur et que j'avais eu 1 ou 2 cours de développement, j'ai appris à coder des sites web, et donc je sais de faire un site web assez rapidement, tu vois, qui ressemble à quelque chose. Donc j'avais juste un site web, et donc je pense que ça leur a peut-être donné une idée elle est capable de faire quelque chose, mais je pense qu'en fait ils avaient vraiment eu à l'époque cette idée en fait aux États-Unis tu as vachement cette idée de food as medicine. Donc ils ont vraiment, en tout cas ce fonds d'investissement-là, veut investir dans des projets qui touchent à la santé. Et en plus, il me semble que quelqu'un, en tout cas dans l'équipe, sa maman avait le cancer, etc. Donc je pense que ça les touchait tous personnellement. D'accord. Et quand ils ont vu mon projet, ils se sont dit ok, on va faire une exception pour elle. Mais au final, petit conseil aussi, je trouve, c'est que étant donné qu'ils prennent un pourcentage de ta boîte en échange une partie, donc en échange d'un programme de 3 mois avec des mentors et des présentations, en échange de bureaux et en échange de $60 000 en cash. C'est ça qu'ils te donnent. Mais ils prennent pas un petit pourcentage de ta boîte. Et donc si tu veux, aujourd'hui, après le parcours que j'ai eu pendant ces 3 mois-là, je trouve que c'est parfois même injuste par rapport à des compagnies qui sont plus avancées de prendre quasiment le même pourcentage pour ce qu'ils offrent, si tu veux. Parce que je trouve que des gens comme moi qui ont pu discuter leur business model avec eux, avec les gens de l'équipe quand je voulais, avec des mentors, etc., ça m'a peut-être plus aidé que des gens qui étaient plus aboutis. D'accord, ouais. Tu vois, justement, je me demandais, c'est un petit peu comme pour les levées de fonds, ça c'est un sujet que j'aimerais qu'on parle après, mais sur les programmes d'accélération, tu vois, je pensais pas qu'ils prenaient un pourcentage, alors c'est peut-être qu'ils fonctionnent pas tous aussi de cette manière-là, parce que du coup, ça veut dire que toi tu viens, ils t'accompagnent pendant un certain nombre de mois, donc toi en l'occurrence c'était 3 mois, et après,
ils prennent juste des parts, ils continuent à te suivre. Comment ça se passe? Enfin, est-ce qu'ils te lâchent dans la nature après 3 mois et c'est vas-y, débrouille-toi? Ou est-ce qu'il y a quand même un suivi derrière? Mais en fait, je crois qu'il y a une différence entre des programmes d'accélération, si tu veux, publics en Europe, comme on a en Belgique, peut-être vous en France, et ici, et privés. En fait, si tu veux, ici, c'est vraiment l'idée de, ils mettent un peu d'argent, pas beaucoup, mais en échange, comme c'est très early stage, comme on dit, ils peuvent avoir en échange beaucoup de parts dans la boîte, et ils t'aident pendant 3 mois, mais c'est pas du tout, si tu veux, c'est pas un programme pour t'apprendre à être entrepreneur. Là où en Belgique, j'ai l'impression que les programmes d'accompagnement, c'est vachement... Il y a beaucoup de mentoring. Voilà, on va t'aider à faire un business model. Ici, c'est une fois par semaine une présentation, mais sur, tu sais, attention, l'aspect légal aux États-Unis, tu vois, ou comment lever de l'argent avec des VC aux États-Unis, tu vois, ou un aspect sur la food, tu vois. Tous les mentors, c'était des gens qui travaillaient dans la food. Ils te donnent vachement de contacts dans ce domaine-là. Et alors, ils te boostent, si tu veux, à faire un pitch au démodé. Donc, le démodé, c'est la fin de l'incubation après 3 mois. Tu fais un énorme pitch de 5 minutes devant une centaine d'investisseurs. Et c'est normalement là où tu as, si tu veux, tu espères avoir plein d'investisseurs qui viennent te voir et investissent. Alors moi, c'est vrai que l'incubateur que j'ai fait, c'est pas non plus le plus connu. Donc, en termes de relations investisseurs, c'était un peu limité. D'accord. Mais si tu veux, ça se base sur un modèle que certains entrepreneurs reconnaîtront, qui s'appelle le Y Combinator. Donc, Y Combinator, c'est un accélérateur super connu sur la côte ouest, à San Francisco. Et eux, ils te donnent $100,000 pour 7% de ta boîte, etc. Mais à la fin, les investisseurs, ils se battent pour toi, quoi. Parce que c'est la Silicon Valley, etc. Et donc, c'est un peu cette idée-là, sauf que bon, à New York, en fonction des cercles, etc., de connaissances, c'est un peu différent. Mais donc, c'est vraiment pas pour t'accompagner en tant qu'entrepreneur. Mais par contre, tu as tout le fond derrière toi, c'est quand même des gens qui ont l'expérience, et donc moi je pouvais aller discuter quand je voulais de mon business model en plus, tu avais quand même des chouettes contacts, mais pour moi finalement, à l'issue des 3 mois, je dirais, surtout parce que j'avais déjà créé des boîtes, donc si tu veux, j'avais pas besoin de trop de coaching non plus dans ce domaine-là, sur le digital marketing et des choses comme ça. Donc moi ce que j'ai aimé, en fait, ce qui m'a le plus boosté là-dedans, c'est d'être dans un environnement, parce que moi j'étais seule cofondatrice, avec des gens qui ont un projet plus ou moins au même stade, avec qui tu participes, tu es dans les mêmes bureaux, on se booste tous ensemble si tu veux, on se voit tous les jours au bureau, et je pense que ça, dans la solitude de l'entrepreneur, c'est super important. Parce que ça t'a apporté la dynamique en fait. Voilà, et avoir un bureau, tu vois, tu vas au bureau, tu restes pas chez toi dans ton canapé, tu vas au bureau, et en plus après tu peux rester dans le bureau, ce qui franchement au niveau financier est d'une énorme aide aux États-Unis, parce que les bureaux à New York c'est hors de prix. J'imagine. Voilà, donc ça aide pas mal, mais je pense que vraiment je le conseillerais en fait pour l'aspect vraiment communauté. Et puis tu sais, après tu as un réseau d'alumni auquel tu peux parler. Tu vois, donc je crois que c'est limite plus pour ça que ça a de la valeur, plus que pour le contenu, en tout cas pour moi. Après, si tu es un jeune entrepreneur qui a jamais entrepris, tu vois, vas-y les yeux fermés, parce que ça t'aide vachement aussi à structurer ta pensée en termes d'évolution et de business plan. Ouais, donc ton conseil, c'est programme d'accélération, oui, mais plus pour des jeunes entrepreneurs que pour des entrepreneurs qui auraient déjà eu des expériences au parallèle ou qui ont un stade plutôt avancé dans leur entreprise. Voilà, ou alors tu vas au Y Combinator, quoi. Tu vois, ou Techstars, tu vois, c'est ces 2 gros incubateurs qui, je pense, peuvent du coup, à mon avis, ouvrir les portes vers des milliards d'investisseurs, là où nous, c'était un petit peu limité de ce côté-là, quoi. Tu vois. Ou aussi, tu viens peut-être avec un but très, très, très précis. Tu vois. Mais je pense que si tu veux juste donner un kick à ta boîte, tu es déjà avancé, je vois pas pourquoi tu irais là, forcément. Tu vois. Donc voilà, ça, c'est un peu mon conseil. Et alors, toi, au Démodé, qu'est-ce que ça a donné? Il y a eu des investisseurs qui étaient intéressés par ce que tu proposais? Alors oui, mais effectivement, comme je te disais, il n'y avait pas tellement d'investisseurs qu'ils avaient invités. Après, ça t'apprend pas mal à pitcher devant des gens. Tu vois, avoir un pitch concis dans lequel tu dois essayer de parler et communiquer. Donc ça t'apprend pas mal aussi, ne fût-ce qu'au niveau présentation. Aux États-Unis, ils sont très forts dans, tu vois, tu fais une présentation, il n'y a rien dessus, il y a juste une photo. C'est clair. C'est très visuel, voilà, etc. Et on a eu quelques leads d'investisseurs. Donc voilà, ça a pas mal aidé. Après, c'est vrai qu'entre-temps, pour pas trop compliquer les choses, mais on a changé plusieurs fois de business model. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu cherches des fonds, tu dois entre guillemets mettre en pause ta recherche de fonds si tu changes de business model. Sinon, on te prend pour une folle. Et donc je pense que après 1 ou 2 mois, du coup, nous on a mis en pause, si tu veux, cette recherche de fonds pour réfléchir à notre business model et repivoter. Et là, tu dis nous, c'est parce que tu travaillais déjà avec des personnes? Alors je dis nous parce que j'adore dire nous, mais je pense que tout entrepreneur dit nous. Non, je dis nous parce que justement au début en fait j'ai toujours eu une Chief Scientific Officer, donc j'ai quelqu'un qui travaille, qui fait un doctorat à Columbia, qui elle, si tu veux, s'occupe de gérer l'algorithme et la définition de l'algorithme qu'on a créé de nutrition, avec tous les experts avec lesquels on travaille. Si tu veux, j'avais identifié dès le début des chercheurs avec lesquels je voulais collaborer, donc on a essayé de les convaincre. Et donc elle fait le lien avec tout ça. Et puis alors, je sais pas pourquoi, mais je pense que parce qu'on a
un domaine d'activité assez particulier, assez intéressant et qui a un impact sociétal, on arrive à avoir des milliers de stagiaires dans tous les sens. Et donc, on a eu depuis le début pas mal de gens qui ont travaillé avec nous au niveau marketing, au niveau développement. On a eu aussi une chief operation pendant un petit temps. Donc, ça a pas mal bougé et ça va être pas mal aussi parce que d'avoir une équipe, tu sais qu'on voit tous les mardis, tous les jeudis au bureau, c'est aussi important et qui sont impliqués avec toi. C'est vrai que c'est un conseil que j'ai donné à mes amis entrepreneurs ici à New York, c'est que c'est facile de trouver les stagiaires souvent et en plus, tu sais quand tu as un domaine innovant et etc. Je crois que c'est toujours c'est intéressant de se faire une petite équipe, même au niveau stagiaire. Après, il y a l'aspect, évidemment, si tu dois tout leur apprendre et si ça te prend plus de temps de leur apprendre que de le faire toi-même, peut-être pas. Mais je pense qu'il y a des domaines d'activité sur lesquels toi tu n'es pas très très bon, genre les réseaux sociaux, où typiquement tu peux donner ça à quelqu'un d'autre. Comment est-ce que tu as fait pour rencontrer c'est Chief... Ouais, Chief Scientific Officer. Et du coup, donc t'as Chief Scientist Officer. Comment est-ce que tu l'as rencontré et trouvé? Parce que pareil, tu vois, on parlait d'associé tout à l'heure, mais là finalement c'est un peu aussi ton bras droit. Faut pas se planter parce que si ça se passe mal, ça a un impact énorme sur ton entreprise. Donc comment est-ce que tu as fait pour la rencontrer et valider le fait que ça allait bien se passer avec elle? Alors, j'ai fait beaucoup d'erreurs en ressources humaines. On peut en parler après si tu veux aussi. Sauf elle, donc je suis contente. En fait, je pense que parfois quand on cherche des gens, tu vois, il y a des sites sur lesquels tu peux poster qui est très intéressant pour les gens qui entreprennent qui s'appelle Angel List. Donc c'est un site qui recense un peu un LinkedIn des startups. D'accord. Donc toutes les startups et leurs employés ou leurs fondateurs sont là-dessus, les investisseurs aussi, donc c'est un réseau assez particulier. Et ça c'est dans le monde entier ou c'est que aux États-Unis? Ouais, c'est dans le monde entier et tu peux vraiment, c'est vraiment là où tu connectes avec des gens du monde de l'entrepreneuriat ou du monde des startups. Donc c'est très intéressant, tu peux poster des jobs, etc. Mm-hmm. Elle, je l'ai rencontrée parce que à un moment, je me suis dit, je vais faire une offre de stage ou une offre de demande, etc. en sciences. Et j'ai envoyé ça à Columbia directement, à l'école en fait. Ils m'ont dit, pas de souci, on le relaye. Et tu sais, ils ont des plateformes pour ça. Moi, j'étais génial. Et le lendemain, j'avais trois applicants, etc. Dont elle. Et puis quand elle m'a parlé qu'elle travaillait sur un algorithme du cancer, qu'elle avait un background en biologie, etc. J'étais là, mais tu es génial. Et en fait, on en a vachement discuté. Et je pense que c'est très très dur. Alors, je vais dire quelque chose qui est peut-être méchant, mais en fait. De toute mon expérience entrepreneuriale, c'est très très dur de trouver des gens bons. Et peut-être que je dis des gens bons dans un domaine, dans un environnement d'entrepreneuriat. Dans le sens où tu as besoin de trouver des gens qui prennent des initiatives, qui savent se débrouiller tout seuls. Tu vas pas leur dire quoi faire. Et qui sont quelque part un peu smart et intelligents dans cette stratégie-là, quoi. Et je pense que c'est très très dur à trouver. Et je pense que en tout cas, elle a un domaine très précis aussi, donc c'est facile si tu veux, où elle s'occupe de l'algorithme, elle s'occupe de la science, etc. Mais les nombreux échecs, en tout cas en ressources humaines que j'ai faits, sont souvent liés à comment aussi tu arrives à évaluer une personne et à savoir, tu vois, si elle va réussir à être la personne dont tu as besoin. Donc on avait engagé quelqu'un à un moment au niveau des opérations. Mm-hmm. Et je pense que, franchement, je te le dis, mais je pense que c'est important de faire des tests de personnalité aux gens parce que ça aide vachement. Parce que tu sais, elle m'avait dit, ouais, je suis super opération, je suis super process, et c'est dur à évaluer, tu vois, tu regardes les expériences, etc. Mais en fait, c'était quelqu'un, et en plus, je lui ai demandé de faire un test de personnalité, je l'ai vu, et je m'en suis pas souciée. Mais en fait, c'était quelqu'un qui était vachement plus à dire aux autres quoi faire parce qu'elle avait toujours été en management, toi typiquement, dans des grosses boîtes, etc., où il y avait des gens qui faisaient quelque chose pour elle. Mais en fait, dans les startups, tu dois recommencer tout à zéro, tu dois faire tout toi-même. Et on en parle souvent avec des entrepreneurs, c'est très très dur de trouver des gens qui sont capables de parfois se remettre à un niveau que tu pourrais penser être un niveau junior, tu vois. Oui, tu vas faire des Excel sheets, oui, tu vas contacter tout le monde, oui, tu vas faire des sales, tout le monde refait tout depuis le début, surtout en début. Et donc, je pense que c'est très très dur de trouver des gens qui sont à la fois qui ont l'envie d'être comme ça, qui sont capables d'être comme ça, et qui ont aussi la rapidité et l'efficacité pour. Non, donc voilà, ça c'est un challenge en tout cas que j'ai eu pas mal. Et qui doivent être aussi pas trop chers, j'imagine, parce qu'au final, si tu veux des bons profils, ils peuvent aussi coûter plus cher que des personnes qui sont un peu plus juniors. Mais si toi, tu as besoin d'experts, enfin, tu vois, surtout sur des domaines comme les tiens qui touchent à la science, à la data et tout ça, j'imagine que ça doit pas être si évident. Oui, tout à fait. Alors, quelque chose qui se fait pas mal aux États-Unis pour contrebalancer ça, un peu moins en Europe, je trouve, peut-être un peu plus maintenant, c'est de donner en fait un tout petit peu de ce qu'on appelle de stock options, tu vois, donc des options d'achat d'actions aux premiers employés. Et donc en fait, tu leur donnes justement ça en disant, c'est pas une balance contre le fait que tu leur donnes pas assez de salaire, mais c'est en disant voilà, écoute, je peux te payer autant. Mais pour te récompenser, d'être intéressé et d'être plus motivé dans la boîte, je te donne en contrepartie des stock options, qui en plus de nouveau, comme je te disais tout à l'heure, sont vestées sur un temps précis, et donc si tu veux, si elle part après un an, de nouveau, elle aura rien du tout. Tu vois, donc ça se met dans un espèce de mécanisme où les gens ont envie de rester à long terme aussi. Mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Il y a un minimum que tu dois payer les gens. Et donc ça te met dans une dynamique assez différente. Tandis que c'est vrai que nous, mon associé et moi, on n'a jamais levé des fonds avant. Et on a toujours tout fait nous-mêmes parce qu'on avait mis de côté suffisamment pour tenir un an et demi. D'accord.
Et alors là, justement, aux États-Unis, t'as fini par faire une levée de fonds parce que donc il y a eu ces investisseurs, mais finalement, donc tu disais, ça a pas donné grand-chose à la fin du démo day du programme d'accélération, c'est ça? Ouais. T'as pas eu d'investissement en fait en tant que tel dans ton entreprise et pour autant tu t'es fait tout un réseau et tout et donc ça c'est super important. Et alors après, est-ce que t'as fait des levées de fonds? Parce que c'est vrai que quand on pense aux États-Unis, franchement les États-Unis ça renvoie une image de pays où il y a des levées de fonds avec des sommes mais astronomiques alors bon, j'imagine que c'est vrai peut-être plus dans la Silicon Valley, mais toi du coup alors est-ce que tu as fait une levée de fonds et si oui comment ça s'est passé? Ou sinon pourquoi d'ailleurs? Tout à fait. Alors nous à la base en fait quand on est entré dans l'incubateur, on avait un business model si tu veux qui était de proposer en fait des plats préparés aux patients en ne préparant aucune nourriture nous-mêmes mais en se basant si tu veux sur des recettes qu'on connaissait de fournisseurs qu'on avait. Mais on s'est rendu compte autour de avril, donc si tu veux après que tout le produit tech etc. soit développé, que c'était un peu trop ambitieux de penser que des patients qui ont le cancer, surtout aux États-Unis, où si tu veux la sécurité sociale est limitée, de penser que des gens allaient pouvoir se payer toutes les semaines des plats préparés. Et donc en fait, ce qui est très marrant, et c'est un bon conseil pour moi-même et pour les autres gens, c'est que quand moi je conseille des entrepreneurs, je dis toujours allez tester vos hypothèses. Et en fait, moi je me suis fort basée, et c'est bien et pas bien, de manière idéaliste sur le fait que je voulais régler le problème de la nutrition et du cancer. Je voulais faire savoir ça. Mais je me suis jamais posé la question, qu'est-ce que les patients désirent? Est-ce qu'ils veulent des plats? Est-ce qu'ils veulent des conseils? Pourquoi ils veulent payer? Et c'est super important. Et j'avais fait une étude de marché, mais pas suffisamment. Et donc, en fait, j'ai quelque part perdu, quelques mois, je trouve, à avoir été dans une direction, développer une direction, utiliser de l'argent pour aller dans une direction, me dire c'était peut-être pas la meilleure, et puis devoir revenir en arrière. Et donc maintenant, si tu veux, dans un pivot de business model depuis mai, où on est en train de réfléchir comment, de manière internationale, on peut utiliser notre algorithme pour parfois aider des business eux-mêmes à personnaliser des listes de produits. Donc, si tu veux, par exemple, un Leclerc ou un Carrefour, dans d'autres pays, pourraient proposer des listes de produits personnalisés pour des patients sur leur ligne, enfin sur leur site en ligne, et aussi en Belgique, en France et aux États-Unis, aussi proposer à la place d'avoir des plats préparés, des listes de courses. Donc maintenant on revient à quelque chose de plus basique, au lieu de proposer des plats préparés qui sont impayables sur le long terme, parce que nous on veut aider au long terme pour voir l'évolution, si tu veux des symptômes et tout, de proposer des listes de courses et des recettes. Donc on repart un peu en arrière, et donc dans ce cas-là du coup, j'ai dû mettre en pause ma levée de fonds. Après, je trouve que j'ai des feedbacks qui sont assez intéressants, c'est que, alors aux États-Unis, tu as beaucoup plus de sexisme. Alors je m'en suis rendu compte, moi en Belgique, sincèrement, je n'ai jamais ressenti le fait d'être une femme comme étant un problème. Je me souviens, j'ai même toujours dit que le fait d'être une femme pour moi était un atout, dans le sens où j'étais une femme, imagine, j'étais une femme ingénieure. Il n'y a pas beaucoup de femmes ingénieures. C'est clair. Hein. Femme entrepreneur, pas beaucoup de femmes entrepreneurs. Et donc je contactais des gens, je me souviens avec mon associé à l'époque, en plus d'eux, imagine. Je contactais des gens et c'était mais bien sûr, en fait ça nous ouvrait des portes parce que je pense que les gens étaient intrigués. Et je pense que voilà, on n'est pas bête non plus et donc je pense que ça ouvre des portes. Ici, quand je suis arrivée, j'ai travaillé la première année à New York, tu sens le sexisme mais direct. Par exemple, dans l'incubateur dans lequel j'étais, pas du tout. Donc ça dépend des environnements. Je pense que dans la finance, etc., beaucoup plus. Dans le Startup Studio, c'était assez simple. Quand je parlais, et je peux parler très très vite, même si je parlais vite, on m'interrompait tout le temps. Quand tu avais un collègue masculin qui parlait comme ça, qui prenait des heures à dire quelque chose, on le laissait parler. Et je pense que j'avais, pourtant, avec le parcours que j'avais eu, je pense pas que j'avais des conseils stupides. Et donc, par ailleurs, on est 2 ou 3 de ce Startup Studio qui ont commencé nos propres entreprises après. J'ai reçu aucun support. Tout le monde a investi dans la boîte de mon collègue directement. On te donne des fonds, on t'aide à monter, etc. Moi, j'ai même pas osé demander. Et donc, en fait, tu ressens ce sexisme assez fort. Alors, dans le milieu de l'investissement, ils disent également que il y a, si tu veux, maintenant des VC, donc des venture capitalistes, qui n'investissent que dans des femmes. Mais alors, souvent, c'est que des femmes qui investissent dans des femmes. Pourquoi ça devrait être le cas, déjà? Mais même ceux qui sont classiques, on dit souvent qu'il y a un peu de discrimination. Je pense qu'ils essaient de passer au-dessus. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que j'ai une bonne amie ici qui est maintenant CEO d'une start-up depuis 5 ans, qui va très bien. Et elle me disait, ce qui est intéressant, c'est que tu vois le sexisme d'une manière qu'ils vont te poser des questions différentes aux femmes qu'aux hommes. Donc typiquement, une start-up à mon étape, c'est-à-dire très early stage, qui a un produit mais pas encore de revenus, il n'y a rien à faire, c'est plus dur de trouver de l'argent quand tu n'as pas encore de revenus. En tout cas, à l'époque, en avril, on va te poser des questions plus comment tu limites le risque, c'est quoi ton business plan. Tandis qu'un homme, on va plus facilement lui dire envoie-moi du rêve. C'est quoi ta vision, comment tu vas devenir le leader du marché, etc. Et moi, j'ai vachement ressenti ça. Alors, j'ai eu, je pense, au moins 50 calls avec des investisseurs. Et par exemple, on m'a demandé typiquement, au niveau scientifique, comment tu prouves la science en cancer et nutrition? Je dis, mais je peux vous envoyer un dossier d'articles scientifiques, tu vois? Mais on me demandait de reprouver toutes les théories et toutes les hypothèses sur lesquelles j'étais basée. Et je pense qu'on ne demande pas ça aux hommes. Je catégorise pas généralement, mais je pense que je suis pas la seule, et j'ai entendu ça récemment, quelqu'un qui disait la même chose,
que les États-Unis sont plus propices à la discrimination que l'Europe. D'accord. Alors, donc tu vois, donc même si... Ouais. Dans le dernier épisode, justement, Juliette de Ferrodi, qui a créé Valeriana, expliquait qu'elle a énormément ressenti ça aussi. Alors, c'était plus, tu vois, dans l'écosystème entre entrepreneurs. Donc, tu vois, quand elle allait au meet-up entrepreneur et tout ça, parce qu'elle n'était pas du tout dans une recherche de fonds, mais plutôt dans la création d'un réseau pro. Ouais. Et elle expliquait qu'à chaque fois, elle était hyper jugée du fait d'être, tu vois, une petite nénette assez jeune, en plus blonde, qui se lance là-dedans, et où en fait, soit elle avait des avances qui étaient complètement déplacées, ou soit elle était complètement pas prise au sérieux. Et c'est quand même assez fou de se dire ça. Alors moi, j'en avais pas du tout conscience en France. J'en avais déjà entendu parler aux États-Unis. Je pense que les États-Unis, c'est un cran au-dessus. Mais tu vois, je pense que ça existe quand même aussi en France, hein, parce que vu ce qu'elle disait... Est-ce que moi, le seul truc que j'ai toujours pensé en Belgique, on discutait de ça avec mon associé, c'était que, par contre, on a toujours eu plus de mal à faire des ventes et des discussions avec des femmes bien placées en entreprise qu'avec des hommes. Je pense que, en fait, ce qui est marrant, c'est que toutes les femmes disent on doit se serrer les coudes, blablabla, mais quand tu regardes, en fait, et ça doit peut-être être lié au fait que si tu vois, te battre pour arriver où tu es, surtout si tu veux être maman, etc. On a quand même des obstacles, tu vois, à avoir une carrière. C'est normal, des obstacles naturels quelque part. Mais tu dois te battre par rapport à ça et peut-être au niveau salaire. Enfin, tu dois te battre en fait pour arriver à une position. Tu deviens un peu shark, tu deviens un peu un requin. Ouais, carrément. Et je pense que quand tu deviens comme ça, du coup, tu n'es pas forcément à même d'aider des gens moins bien placés à l'époque. Et donc, je pense qu'il y a cet aspect-là où même entre femmes, on se serre pas autant les coudes que ce qu'on dit. Et c'était quelque chose que nous, on avait fort observé, quoi. T'envoies un email de prospection commerciale à une femme en Belgique, elle va pas te répondre de la même manière qu'un homme. Et c'est pas une question d'avance sexuelle ou quoi que ce soit, pas du tout, tu vois. C'est vraiment une question, je pense que entre femmes, on se voit aussi différemment. Donc ça, c'est un feedback assez marrant. Et moi, je trouve que je vois la même chose aussi aux États-Unis, quoi. Donc voilà. D'accord. Bon, alors, pas de levée de fonds pour Sana, en tout cas pas pour le moment. Et comment t'as fait, toi, plus globalement, parce que comme on parle finance, comment est-ce que t'as fait? Parce que donc t'es venue aux États-Unis, t'as travaillé un peu dans le startup studio, puis à la boulangerie. Et quand t'as lancé Sana, comment est-ce que t'as fait, toi, pour réussir à te rémunérer, ou alors en tout cas trouver suffisamment de finances pour pouvoir survivre à New York, qui est une ville qui coûte quand même assez cher? Ouais. Mais du coup, contrairement à ma première expérience dont on a parlé, où j'avais vraiment économisé, tu vois, pour le faire, en fait, ici, ce qui est marrant, c'est que c'est très très différent dans le sens où quand tu es en couple, c'est une décision commune en fait. Donc quelque part, mon mari, en subvenant à nos besoins, si tu veux, à tous les deux, investit entre guillemets dans l'opportunité que je suis en train de développer. Parce qu'il croit dans cette opportunité, etc. Donc c'est quelque chose de tout à fait différent, c'est une discussion qu'on a eue en fait au sein du couple. Évidemment, on n'a pas d'enfant, donc ça aide, tu vois, c'est quand même plus facile. Et donc, si tu veux, on a aussi une grande chance aux États-Unis qui, je pense, est différente le jour où on rentre en Europe, c'est que tu as une énorme inégalité de salaire. Et donc, quelqu'un qui est après 5 ans de carrière, qui a une position un peu de managériale dans une entreprise, gagne assez bien. Et nous, comme tu vois, on a des dépenses limitées. Et en fait, on sait survivre à deux, quoi. On n'économise pas, mais on sait survivre à deux. Mais c'est parce que les écarts de salaire sont tellement énormes, quoi. Parce qu'à côté de ça, tu as des gens qui doivent travailler 3 jobs pour se payer tout seul, tu vois. Mais donc ça, grâce à ça, en fait, si tu veux, on a décidé que pendant au moins 1 an, entre guillemets, on allait, et là ça fait quasiment 1 an, on allait en tout cas travailler à deux, enfin il allait travailler pour le couple et ramener l'argent du couple, et voir un petit peu ce que ça donne. Mais évidemment, maintenant, ce qui est important, je pense, dans ce genre de cas, c'est de te mettre aussi une date limite. Parce que quelque part, à un moment, ça devient confortable. C'est jamais confortable parce que je pense que tu as toujours envie d'être indépendant financièrement et c'est très dur de se dire que c'est pas toi qui ramène le salaire à la maison. Mais je pense que d'avoir une date limite où en te disant, voilà, à cette date-là, si j'ai pas de salaire ou lever des fonds, ça ne va pas, on rediscute. Ben voilà, ça met un peu les choses à plat. Et du coup, vous, votre date limite, c'est quand? C'est novembre. Donc il nous reste 3 mois. Mais bon. Voilà, ça aide aussi le fait que moi, je paye les gens de mon équipe, tu vois, avec le budget qu'on avait d'avant. Et donc, je pense que ça aide. Au début, je me suis payé, je pense, 1 ou 2 mois. Et c'est une décision aussi que j'ai faite de me sacrifier pour pouvoir donner plus de temps à ma boîte et pour pouvoir payer d'autres personnes que moi. Donc voilà, c'est un peu de nouveau, c'est une décision assez commune. Ouais, bien sûr, je comprends. Là, au global, parce que tu as quand même pas mal d'expérience avec tes 2 boîtes précédentes, comment ça s'est passé là depuis 1 an avec Sana. Quelles sont, tu vois, les leçons principales que tu en as tirées de toutes ces expériences et tu vois, où tu te dis, non mais là c'est clair que je sais que je ne referai de toute façon pas les choses de la même manière et où ça te sert vraiment dans ton activité aujourd'hui? En fait, je crois que mon plus grand apprentissage cette année par rapport aux années précédentes, disons que ma première expérience entrepreneuriale m'a appris plus les choses à ne pas faire au niveau technique, au niveau recrutement, etc. Et je pense que ce côté personnalité, tester mieux les gens, etc. est très important. Je pense que cette année, en fait, ce qui est marrant, c'est que je me suis plus connue moi-même.
Ah, c'est en tant que intéressant. personne. Ouais. Mais en même temps, tu étais vraiment toute seule au final. C'est toi qui prenais les Voilà. décisions. C'est ça. Et je pense que, en fait, au début, je me suis dit très bien, je suis toute seule, c'est ma mission, c'est ma vision, ça me va très bien. Et je pense que d'avoir une équipe, ça pourrait me suffire. Après, comme j'ai pas une équipe à temps plein, je travaille quand même quelques jours semaine toute seule et c'est très difficile. Et en fait, je me suis rendu compte que même si tu veux toute la structure dont tu as besoin, on va dire, de manière structurelle autour de toi, légalement, juridiquement, peu importe, financièrement, etc. Si toi, t'es pas bien dans l'environnement de travail que tu as créé, ça ne fonctionne pas. Donc, si tu veux, cette année, je me suis dit, parfait, je fonce toute seule, j'ai besoin de personne. Et pendant 3 mois, parce que j'avais l'incubateur autour de moi, ça m'a pas du tout dérangé. Et puis, en un coup, je me suis dit, en fait, toute seule, je me rends compte que j'arrive pas, parce qu'en fait, je suis, et si tu regardes, en fait, les tests de personnalité, je suis ce qu'on appelle ENFP dans Myers-Briggs. C'est quelqu'un qui est très créatif, qui adore lancer des projets, mais qui adore être entouré de gens. Et c'est ça, être extraverti. C'est pas être sociable, c'est prendre son énergie des gens qui l'entourent. Et je pense que le fait de, stratégiquement, surtout quand on a dû réfléchir le business model dont je te parlais, devoir réfléchir à un business model toute seule, mais moi, c'est bon, je me mets dans mon canapé, je commence à déprimer et je reste une journée comme ça. Et donc, en fait, tu découvres des facettes de toi-même que tu n'as jamais découvertes, parce que, en fait, c'est dans la connaissance vraiment de qu'est-ce qui te rend heureux au travail. Tu vois, et ça pourrait être employé, pas employé, ça change rien. C'est qu'est-ce qui te rend heureux sur ton milieu de travail, dans ce que tu fais au quotidien. Et moi, je sais que la mission que je fais, je veux pas la lâcher. Et j'adore parler à des gens, j'adore mon boulot de CEO, j'adore. Après, si je vais au boulot et que je suis toute seule toute la journée devant un écran, ça me va pas. Et donc, je pense que c'est ça le plus dur, c'est de te rendre compte de ça, de le savoir à l'avance, c'est mieux. Comme ça, du coup, tu t'évites certains mois. Et puis, c'est d'agir dessus, tu vois. Donc, du coup, j'ai pris la décision et maintenant, j'en ai a priori trouvé 1 voire 2, de chercher des cofondateurs. Mais ce qui est sincèrement plus dur à trouver, bizarrement, quand tu as déjà que ton projet a bien avancé qu'au début. Parce qu'en fait, les gens pensent que ton projet, du coup, est le tien. Et c'est plus dur de rentrer dans quelque chose qui appartient à quelqu'un. Ouais. Voilà. Donc, c'est quelque chose, je pense que, quoi que tu aies envie de lancer en tant qu'entrepreneur, juste bien te connaître et savoir qui te rend heureux, essayer de créer ça depuis le début. Que ce soit, tu vois, travailler en coworking, avoir un associé, etc. Et je pense que d'avoir eu un associé et de ne plus en avoir, même si tu as d'office à un moment donné, tu vois, tu auras des frictions avec des associés, c'est normal. Mais je pense que c'est toujours tellement important de se connaître et savoir que travailler en équipe ou travailler tout seul, c'est quelque chose qui te convient ou pas. Donc voilà. Non, c'est chouette ce que tu dis. Et c'est vrai que je crois que c'était avec Jean-Gabriel Vernet aussi, on avait discuté de la personnalité, de l'importance de se connaître aussi, de savoir comment est-ce qu'on est pour pouvoir mieux travailler avec ces personnes. Et même d'ailleurs avec les personnes qu'on embauche aussi. Parce qu'en fait, toi, il faut que tu te connaisses avant d'employer des personnes pour savoir aussi quel type de personne, au-delà de ce que tu disais, la personnalité de ce qui est attendu en tant qu'employé d'une start-up. Mais tu as aussi... pour qu'il y ait un bon fit entre toi, ton caractère et ta manière de fonctionner et la personne. Et c'est vrai que ça, c'est aussi hyper important. Je sais que j'y reviens souvent, mais je pense que d'avoir des tests de personnalité en MBTI ou peu importe, tu vois, et se connaître, en fait, ça fait que tu connais tes limites aussi. Parce que quelque part, quand tu commences à travailler, je trouve que tu connais pas tes limites, tu vois, tu as envie de tout faire, etc. Et moi, par exemple, de nouveau, mon type de personnalité, c'est j'adore être gentil avec les autres, j'adore qu'on m'aime bien, mais c'est pas forcément la meilleure compétence managériale. Alors la question c'est, il y a des choses que tu peux acquérir, mais l'autre question c'est, de nouveau je reviens à ça, mais c'est est-ce que ça te coûte de l'énergie ? Ouais, c'est ça. Est-ce que et trop d'énergie ? Donc moi par exemple, annoncer quelque chose de difficile à quelqu'un de mon équipe, mettre sur la table une conversation difficile, tu vois, c'est tellement dur, ça peut m'empêcher de dormir pendant 4 mois. La personne qu'on avait engagée, dont je t'ai parlé pour les opérations, elle ne faisait rien, enfin elle était vraiment détrimentale à l'entreprise, mais ça m'a bouffé, j'étais en vacances au Chili justement, d'ailleurs près de chez toi, pendant 2 semaines, j'y réfléchissais tous les soirs quoi. Parce que j'étais là, je vais avoir cette discussion, quand je rentre avec elle, ça va être l'enfer, etc. Et donc, en fait, je pense que oui, je peux m'améliorer là-dedans, et certainement, j'aurai toujours des interactions managériales avec des gens, mais je sais que dans le futur, j'ai envie de m'allier de quelqu'un en opération ou en cofondateur qui sera plus dans la gestion des gens que moi. Tu vois, je pense que, et moi, je suis plus dans la traction de l'entreprise, dans l'enthousiasme, dans la créativité, dans les partenariats, et je pense que se connaître vraiment, vraiment bien, ça permet aussi d'aller plus vite, en fait, tout simplement. Non, mais c'est clair. Et du coup, de t'entourer des bonnes personnes, enfin, en tout cas, de personnes qui seront complémentaires. Et alors, attends, comment ça s'est terminé avec cette chef des opérations ? C'était l'enfer. Écoute, c'était quelqu'un, et c'est aussi une bonne leçon, c'était quelqu'un qui venait du monde, donc des corporations, donc des grandes entreprises, et qui avait toujours eu apparemment une position en marketing très managériale. Et en fait, je l'ai pas assez interviewé. Parce que c'était en plein milieu de l'accélérateur, et il te force à aller vite, donc je l'ai trouvé, c'était quelqu'un via. Je dis, vas-y, on travaille ensemble, on essaye, tu vois. Et c'est bien d'essayer, hein. Mais au final, essayer, c'est perdre du temps si jamais ça marche pas. Et j'avais plein d'indicateurs qui montraient que ça n'allait pas aller. Mais en fait, elle aimait tellement la mission de la boîte, parce qu'elle croyait trop en la nutrition pour le cancer, etc., que je me suis dit, mais non, mais c'est génial. Et en fait, dès le début,
elle avait une position très, comment on dit, patriarche avec moi, tu vois. Elle me prenait un peu de la façon dont elle me parlait comme sa sous-fifre, entre guillemets, tu vois. C'était petit à petit, en fait, tu vois. Et en fait, je pense que tu peux pas laisser ça s'insérer. Et je pense que du fait qu'elle était plus âgée, j'avais du mal à instaurer ça. Et donc la relation petit à petit a passé sur quelque chose où elle était sûre qu'elle était géniale alors que ça ne fonctionnait pas et qu'il n'y avait aucun résultat. Et donc même quand je lui disais que ça allait pas, elle ne comprenait pas que c'était elle. Et donc comment tu veux faire comprendre à quelqu'un que les résultats ne sont pas là si la personne ne comprend pas que c'est elle et ne se remet pas en question. Et je pense que la remise en question, c'est quelque chose que si quelqu'un ne se remet pas en question, je ne l'engage plus. C'est assez simple que ça. Et donc du coup, j'ai dû lui dire un jour que c'était fini. Et pour te dire que la façon dont elle m'a répondu, c'était de me dire que j'étais une horrible leader, que j'avais des leadership skills mais complètement incompétents, que j'étais en partie en vacances sans mail, blablabla. Enfin voilà. Donc moi j'ai pas osé lui dire qu'elle était mauvaise et j'ai pris ça sur moi parce que je me suis dit que ça servait à rien. Ouais, non, mais je pense que c'est un bon feedback. Ça doit, franchement, se séparer de certaines personnes, je pense que ça doit pas être évident. Bon, t'as des personnes pour lesquelles ça doit être un peu plus simple, mais je pense que c'est jamais trop évident. Et alors, aujourd'hui, maintenant, t'as une nouvelle personne qui s'occupe des opérations ou pas? Oui, donc normalement, j'ai a priori, je vais encore voir un cofondateur justement qui sera en Belgique dans les opérations. Et quelqu'un aussi normalement en cofondateur technique. Et là, du coup, tu nous parles de la Belgique. C'est parce que tu penses progressivement transporter Sana en Belgique, l'étendre en Belgique. C'est quoi tes prochains steps? Oui, comme tu l'as compris dans mon histoire, il y a pas mal de, comme on en parlait, de décisions dues au personnel et professionnel. Et je pense que c'est important d'y penser directement, parce que ça peut être aussi des freins par rapport à ton business. Donc, quand j'ai commencé l'incubateur ici, j'étais all-in, on reste des années à New York, etc. Après, c'est vrai qu'à un moment, la question de la famille s'est posée entre moi et mon mari, pas pour aujourd'hui, mais pour y réfléchir. Et on s'est rendu compte assez vite que si on avait des enfants, on voulait pas les avoir aux États-Unis. Alors, tu penses bien que comme un business se fait en 3 à 5 ans, que les États-Unis, il y a assez d'États que pour grandir rien que dans le pays même. En fait, j'ai pris très peur à partir d'avril-mai, quand j'ai justement repivoté mon business model, sur le fait de me dire, je me lance dans une direction, dans un pays. Si jamais, de nouveau, comme j'ai fait avant quand j'ai bougé aux États-Unis, dans 2 ans ou dans 3 ans, quand j'ai des enfants, je veux rentrer, je risque de mettre en péril l'entreprise. Et donc ça a été une décision et des discussions pendant des mois. On rentre pas, parce que la seule raison pour laquelle aujourd'hui on a décidé finalement en fait de rentrer dans 2 mois, c'est qu'on a peur de mettre en péril mon entreprise dans 1 ou 2 ans. Et pour l'éviter, on la transpose si tu veux en Belgique parce qu'aujourd'hui on a un business model qui a priori sera assez international et à part la chef des sciences dont on a parlé tout à l'heure, du coup mon chief operation et mon chief technology sera basé du coup en Europe. Du coup c'est le bon moment si tu veux pour pivoter et reconstruire vite une entité en Belgique et garder des opérations au niveau international. Mais c'est vrai que c'est quelque chose en fait qui est très difficile parce que tu sais pas toujours quand ça va t'arriver. La première fois j'ai rencontré mon mari, après 6 mois il était parti. Et voilà, c'est des moments de ta vie où tu dois faire des choix et qui sont difficiles. Et je pense que ça viendra toujours. La question, c'est, je pense, d'en avoir conscience suffisamment tôt pour pas trop mettre en péril ce que tu as construit. Voilà. C'est clair. Et alors, ça veut dire que ta Chief Science Officer, elle va rester à New York? Oui, c'est ça. Mais de toute façon, elle faisait, si tu veux, encore son doctorat, donc elle travaille à mi-temps pour nous. D'accord. Et alors, l'idée, c'est qu'après, Sana aura un marché à la fois en Europe et aux États-Unis? Oui, ouais, c'est ça? Ouais. En fait, si tu veux, des apprentissages que j'ai eu de lancer une entreprise, surtout B2C, donc business to consumer en Belgique, avec les débrouillardes, c'est que tu ne peux pas penser que la Belgique. C'est-à-dire, la France, c'est différent, mais vous êtes 60 millions. Nous, on est 5 millions de francophones, 5 millions de néerlandophones. Et je pense que quand tu lances un projet pour des gens, donc des patients finaux ou des clients finaux, tu dois avoir une portée assez internationale. Et surtout, ce que j'ai appris aussi des États-Unis, c'est que typiquement dans un domaine comme la science, la science, elle est internationale. Tu vois, nos experts, ils sont dans le monde entier. Les conférences, elles se font à Londres, tu vois, à New York, ailleurs. Et donc, je pense qu'on doit avoir une ouverture beaucoup plus rapide au niveau de l'international. Et c'est comme ça, je pense, que tu arriveras aussi plus facilement à lever des fonds. Parce que je pense qu'il n'y a rien à faire, les investisseurs en Belgique sont conscients du fait que ton marché, il est petit. Non, mais c'est clair. Tu vois, un pourcentage de 5 millions, ça restera un pourcentage de 5 millions. Ici, 5 millions, même juste 5 millions de marché, c'est considéré comme un petit marché, tu vois. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. Et donc, je pense qu'on aura directement des clients, si on discute avec des clients au Japon, des choses comme ça, qui sont très intéressés sur la food as medicine. Tu vois, ils sont beaucoup plus avec leur médecine orientale portée sur la nutrition. Et donc, je pense qu'on doit plus rapidement avoir des opportunités au niveau mondial.
En tout cas, c'est des belles opportunités pour toi et pour l'entreprise. Donc, On verra. Félicitations. Non, mais franchement, je trouve que c'est vraiment chouette. Du coup, alors, je sais pas si, parce qu'à la base, je voulais vraiment qu'on se concentre sur la partie déclic. Finalement, on a aussi beaucoup parlé de comment ça se passait toute ta vie en entreprise. Est-ce que tu penses à d'autres petits tips à donner à des personnes qui auraient envie de se lancer, qui osent pas trop? Tu vois, que ce soit pour X ou Y raison, tu vois, mais qui ont juste peur de sauter le pas. Alors, ce que je dirais, c'est, de nouveau, je pense que de bien se connaître, c'est important. Dans le sens où je pense qu'il y a pas mal de personnes, et c'est ce que j'ai appris de mon ex-associée quand je suis partie de la Belgique, c'est qu'elle m'a dit, je m'en souviendrai toute ma vie, elle m'a dit, j'ai entrepris pour toi. Dans le sens où, dans son caractère, c'est pas quelqu'un qui va démissionner toute seule de son boulot comme moi je l'avais fait pour n'importe quoi à l'époque, pour lancer quelque chose. Et donc je pense que tu as les gens fous comme moi, qui adorent lancer des entreprises, des projets, mais qui finalement s'essoufflent un peu s'ils n'ont pas de structure et quelqu'un de structurel à côté. Et puis tu as les gens plus structurés, qui eux sont peut-être ont peut-être un peu plus peur de se lancer, mais parce que je pense qu'ils ont besoin de cette personne additionnelle. Donc je pense que de connaître un peu son doublon, et dans ce cas-là, tu vois, je connais pas mal d'amis qui ont pris 2-3 ans, par exemple, à entreprendre, et franchement, je te jure, je croyais jamais qu'ils allaient le faire. Parce que moi, je m'étais toujours dit, si tu travailles dans une entreprise dans laquelle tu es trop confortable, tu vois, tu as un bon salaire, parfois une voiture de société, etc. Tu quitteras jamais. Puis après, auras un emprunt pour ta maison, tu auras des enfants, laisse tomber. Cela dit, je change un peu d'avis parce que je pense qu'il y a des gens qui se convainquent avec le temps, qui ont aussi envie d'avoir des compétences acquises au cours du temps. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que quand j'étais en Belgique, si tu veux, on avait créé avec deux autres personnes, 3 même, on avait créé un cercle d'entrepreneuriat dans lequel on faisait des conférences d'entrepreneurs qui venaient parler, avec l'unique but de donner envie. Donc moi, ce qui était marrant, c'est que je m'y retrouvais pas parce que j'avais déjà envie. Donc j'avais déjà ma boîte. Mais par contre, tous les gens, si tu veux, qui étaient là, c'était que des gens qui n'avaient pas encore sauté le pas. Et je te jure, depuis qu'on a fait ça pendant 2-3 ans, il y en a vraiment beaucoup qui ont sauté le pas. Étonnamment. Et donc je dirais aux gens qui ont envie mais qui savent pas encore comment, et qui parfois n'ont pas l'idée, parce que parfois peut-être tu peux prendre l'idée de quelqu'un d'autre, c'est très bien, tu vois, d'aller dans ce genre d'endroit. Tu vas dans ce genre de il y a plein de cercles d'entrepreneurs ou de gens qui parlent. Il y a plein de podcasts, tu vois. Aux États-Unis, il y a un podcast qui s'appelle How I Build This, ou des podcasts comme le tien, tu vois, mais qui justement te donnent envie. Et au fur et à mesure, je pense que ça va construire en toi une envie. Tu te connais bien et tu sais qu'il te manque quelque chose, un environnement, une personne, tu la trouves ou tu trouves l'idée et c'est parti. Voilà. Donc je pense que et savoir si tu es passionné de quelque chose, si tu as besoin de trouver une idée ou de trouver une idée tout simplement. Non, mais c'est clair. Et alors toi, du coup, tu es plutôt partisane d'entreprendre à 2 plutôt que tout seul? Je pense que, de nouveau, c'est bien se connaître en termes d'énergie. Moi, c'est vrai qu'après 1 an ici, j'ai pris cette décision et je sais que, je râlais déjà aujourd'hui d'avoir pris cette décision, entre guillemets, pour rigoler parce que tous les jours, ça change. Mais je pense que c'est vraiment une question d'essoufflement. Donc, tu vois, moi, je sens que je suis toujours passionnée de ce que je fais, j'adore, je veux continuer, etc. Mais il faut se dire que quand tu as une équipe d'employés, ils dépendent de toi et de ton énergie et de ta vision pour au quotidien fonctionner. Donc imagine que toi tu as un problème de santé à un moment donné, ce que moi j'ai eu légèrement cette année, et que pendant 1 ou 2 mois tu es un peu moins motivée, un peu moins présente, ils vont tous lâcher. Et donc je dirais que pour cette raison-là, être à plusieurs ça aide. Après, il y a plein d'entrepreneurs qui ont fait des énormes boîtes géniales tout seuls. Donc, ça dépend vraiment de ton caractère. Tu vois, si t'es quelqu'un qui aime peut-être imposer tes idées aussi, ça, tu vois, il n'y a pas de problème avec ça. Peut-être que ça marche mieux. Mais ce qui est sûr, par contre, et ce qui est intéressant à savoir, c'est que les incubateurs ici, et les accélérateurs d'entreprise, et les investisseurs, ils détestent investir dans des gens seuls. Donc, tu vas le voir sur des sites internet, c'est des critères. Le Y Combinator dont je te parlais, ou même mon accélérateur, je sais qu'ils ont fait une exception pour moi, mais ils veulent toujours investir dans des groupes et des cofondateurs plutôt que des fondateurs. Parce qu'ils savent très bien que le jour où tu perds ta santé, ta passion, ton énergie d'une manière ou d'une autre, ou qu'il y a un truc qui arrive dans ta vie, la boîte elle tombe, tout simplement. Ouais, non, c'est clair. Donc mieux vaut être plusieurs. Et c'est vrai que ça, moi je l'ai beaucoup entendu, on en a parlé avec Juliette aussi, Juliette de Ferraudy, et c'est vrai qu'au final, quand t'es tout seul, la personne qui va être le plus importante, ça va être ton partenaire. Donc, que ça soit ton conjoint, ta conjointe, ton mari, ta femme. Mais en tout cas, ça va être cette personne-là parce qu'en fait, son soutien va avoir énormément d'impact sur la vie de l'entreprise parce qu'au final, c'est ton premier pilier. Parce que t'as personne d'autre vu que t'es tout seul. Et c'est vrai que l'avantage d'être à 2, c'est qu'au final, tu t'équilibres peut-être un petit peu plus. C'est ça. Entre les 2 cofondateurs. Ça me fait penser à quelque chose que tu dis justement, c'est que ton partenaire, entre guillemets, ne peut pas être que ton pilier. Parce que, pour plus de raisons. Parce que dans ton couple, tu dois avoir une balance, tu vois, où tu veux pas refouler que tes sentiments parfois de questionnement, d'hésitation, etc. sur quelqu'un d'autre dans ton couple. Et de 2, parce que je pense que, il faut un équilibre émotionnel aussi. Mais surtout aussi parce que ton partenaire et ta famille ne comprennent pas ce que tu fais, même si tu en parles. Alors, ça c'est super important pour les jeunes entrepreneurs, c'est que, ce qu'on s'était toujours dit avec mon associé à l'époque, c'est que les gens autour de toi ne comprennent pas.
Donc imagine, toi tu vois mon Instagram, même avant, tu vois mes boîtes d'avant, on avait mais je sais pas combien d'articles dans la presse. On passe à la télé, je sais pas combien de fois. Et alors tu reçois des messages, mais c'est génial, mais ça marche ce que tu fais, c'est incroyable. Alors le mot ça marche, je peux plus l'entendre. Parce que les gens, en fait, comme ils comprennent pas qu'ils ont jamais fait ça, et c'est normal, c'est gentil de leur part, tu vois. Mais comme ils ne comprennent pas, en fait, ils peuvent pas imaginer que derrière toi tu ne te payes pas, que ça fait 2 ans que tu galères, que t'en peux plus, que tu veux tout lâcher, que ça avance pas, que c'est long. Et donc ça, ça ne sert à rien, tu vois, si tu veux d'en parler avec tes copains, etc., parce qu'ils ne comprennent pas, voilà, tout simplement. Et donc, ça me fait penser à quelque chose de très important à communiquer. C'est que tu dois avoir des mentors ou des conseillers. Nous, on a mis, je pense, en Belgique 2 ans la première année avant d'accepter d'en avoir un. Et rien que pour le côté émotionnel, même pas le côté stratégique, le côté émotionnel, c'était, tu vois, une bénédiction. Vraiment. Et du coup, quand tu dis mentor, c'est des coachs, c'est ça? Donc en fait, la première année, c'était via un réseau d'entrepreneurs qu'on avait trouvé quelqu'un qui avait aimé notre projet et qui voulait... Et donc coach, c'était, en fait, en général, c'est des gens qui ont entrepris eux-mêmes ou qui sont vachement dans le business et qui vont juste être comment on appelle un sounding board, quoi, tu vois, vraiment genre vont pouvoir raisonner des idées stratégiques, mais franchement, je te jure, c'est plus au niveau émotionnel. Parce qu'en fait, comme tu n'as pas de boss aussi, il y a personne pour te dire que c'est bien et c'est pas bien ce que tu fais. Et donc c'est con, hein, mais déjà pour ta confiance en toi, il y a personne qui te dit que waouh, bravo, tu as réussi à signer le contrat, ou il faudrait que tu te bouges un peu plus le cul, tu vois. Il y a personne qui te dit ça. Et je pense que ça manque un peu, et donc d'avoir un mentor qui parfois remet les pendules à l'heure ou justement te rassure un peu, c'est hyper important au côté émotionnel. Et alors ici, si tu veux, de nouveau aux États-Unis, comme tout est plus structuré, tu as en fait, tout le monde a des conseillers, des advisors, que ce soit business ou technique. Donc moi j'ai des scientific advisors, mais j'ai aussi des business advisors, et que j'ai trouvé via de nouveau en parlant à des gens, et qui m'ont dit j'aimerais bien être un conseiller dans ta boîte. Et de nouveau, pour les récompenser de te donner 1 à 2 heures par mois de conseils, tu leur donnes un petit peu de pourcentage d'actions dans ta boîte. Mais je te jure que moi, il y en a une, c'est ma maman. Tu vois, je doute, je lui parle. Et parfois, je te jure, ça sert à rien ces conseils. Mais c'est juste moi, tu vois, psychologiquement. Et l'autre, par contre, c'est quelqu'un qui a plus un domaine pharmaceutique qui est très intéressant pour ce qu'on fait, donc plus une expertise business. Et l'autre jour, il m'a envoyé un mail. Si un jour il écoute ce podcast, on va bien rigoler. Mais il m'a envoyé un mail où il m'a remis les pendules à l'heure en disant mais il est temps que tu fasses ça. Et ça m'a choqué, mais je pense que j'ai besoin de ça, tu vois. Donc je pense que dès le départ, ça peut sauver du temps et de l'épuisement émotionnel pour des entrepreneurs de se trouver d'une manière ou d'une autre un mentor, un conseiller, quelqu'un qui veut bien juste donner quelques heures pour booster ton projet. Je pense que c'est indispensable. C'est marrant parce que le concept fait très américain, je trouve. Donc ça m'étonne pas du tout que ça soit développé aux États-Unis. Mais toi, je pensais pas du tout qu'il y avait aussi ça en Europe. Et le concept est vachement développé pour les grandes entreprises, en fait, où t'as tout le temps le advisory board qui vient et tout ça. Enfin voilà, ça c'est hyper développé. Mais je pensais pas que ça l'était aussi pour les entrepreneurs. Et effectivement, je pense que c'est un bon tips pour savoir un petit peu dans quelle direction aller. Et puis ouais, enfin comme tu dis, parfois soit avoir un peu d'encouragement, un peu de reconnaissance et des petits coups de pied aux fesses aussi de temps en temps parce que on se repose un peu trop sur nos acquis et on va pas trop dans la bonne direction. Ça. Ou juste, tu vois, de nouveau de l'énergie, quoi. Tu vois, surtout si t'es tout seul, c'est plus faisable si tu as des conseillers, t'envoies un mail, tu vois, tu doutes sur quelque chose, t'envoies un mail, il te répond. Voilà. Et je pense qu'en Belgique, on avait quelqu'un qui le faisait gratuitement. C'était un volontaire. Et donc, je pense que les États-Unis, de nouveau, c'est un monde où rien ne se fait sans trade, hein, tu vois, sans relation d'argent quelque part. Après, nous, ce qu'on donne ici, pour être tout à fait honnête, parce que c'est quelque chose d'assez standard, c'est du l'ordre de 0,2%, tu vois, de ta boîte. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, c'est pas quelque chose, quand t'es au tout début, ça vaut la peine, quoi. Et alors, aux États-Unis, finalement, tu as ces personnes qui te coachent, les programmes d'accélération que tu fais, les levées de fonds, tes employés. Au final, tes parts de l'entreprise, quand tu es entrepreneur, elles se diluent quand même assez rapidement, non ? Oui, beaucoup plus. Et c'est vrai que comme on met justement des options d'achat, des stock options sur le côté, j'ai mis en fait de côté dans mes statuts, si tu veux. C'était conseillé par l'incubateur. Donc ça, c'est bien dans l'incubateur, c'est que ça te conseille des choses comme ça. C'était de mettre 10% de ma boîte de côté pour des futurs stock options que j'allais donner à des futurs employés ou conseillers. Et aujourd'hui, j'ai même pas utilisé 1,5%. Mais tu vois, dans le futur, ça permet de me donner des incentives à des gens. Et c'est vrai que l'incubateur a pris 7-8%. Donc c'est vrai qu'il te reste entre guillemets 80 dès le départ. Mais je pense que de nouveau, tout le monde va te dire, mieux vaut avoir une petite partie d'une boîte qui est grande qu'une grande partie d'une boîte qui vaut rien. Après, je pense que tout est une question de balance. Et je pense que au fur et à mesure que tu développes ta boîte, tu prends aussi conscience de ce qui, toi, si tu veux, te donne envie de te lever au quotidien. Tu as ta passion, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'écoutais des podcasts sur des gens à qui il restait 1% de la boîte à partir d'un moment. Et je pense qu'ils ont été renégociés avec leurs investisseurs le fait d'avoir plus parce que
Tu peux pas te lever au quotidien sur quelque chose que tu as construit toi tous les jours avec la sueur de ton front et avoir 1%. Non, c'est clair. Donc je pense que c'est important. Après, un conseil que l'incubateur donne souvent ici aux États-Unis, c'est qu'ils disent que malheureusement, à chaque fois que tu fais une levée de fonds, ils disaient de manière générale, hein, à chaque fois que tu fais une nouvelle levée de fonds, tu dilues ta boîte d'environ 20%. Donc imagine ce qui te reste. C'est énorme. Voilà. Donc, et je pense que c'est comme ça qu'il faut partir, quoi. Que tu lèves 500 000 ou des millions, en fonction de l'étape de ton entreprise, tu te dilues de 10 à 20%. Donc voilà. Et t'as toujours envie de faire une levée de fonds d'ailleurs? Ben, je t'avoue que je me pose la question. J'en discutais il y a très récemment parce que c'est vrai que je l'ai pas fait pour mes 2 premières entreprises. Mais du coup, quand tu le fais pas, tu es plus scratchy. Tu vois, tu fais des choses plus lentes, je crois. Après, peut-être plus à ta manière et tu vérifies peut-être plus tes hypothèses avant de te lancer. Donc, imagine si j'avais fait une levée de fonds que quelqu'un m'avait cru dans mon ancien business model, j'aurais dépensé vachement plus vite d'argent quand c'est pas le tien, entre guillemets, dans un business model qui était faux. Après, je pense que effectivement, lever des fonds, ça te permet de constituer une équipe, donc de nouveau de l'énergie, et je pense que ça te permet d'accélérer les choses. Donc je pense qu'il faut le faire au bon moment. Je pense pas que ce soit indispensable pour tout le monde, sincèrement. Il y a des entreprises qui existent, je pense que Patagonia existe sans avoir fait de levée de fonds, donc il y a des super belles entreprises qui existent sans avoir fait, donc ça doit pas forcément non plus être un passage forcé. Après, je pense que certains modèles le valent plus que d'autres. Tu vois, des modèles très très tech où tu as énormément de choses à développer, t'as pas le choix. Moi, quelque part, l'algorithme, il est très scientifique, il y a une partie tech mais pas énorme, donc je pense qu'on est déjà capable d'aider énormément de patients, d'abord sans avoir levé et je pense que tant que la réponse du marché sur le nouveau business model et être sûr que j'aide des patients, je le ferai pas. Parce que aussi, dernier conseil, mais ce que m'avait dit l'incubateur, c'est que quand tu es seul, surtout quand tu es seul, une levée de fonds, c'est un temps plein. Et donc en fait, quand tu es seul, un temps plein, voilà, il y a plus de temps pour le reste. Et c'est vrai que j'ai passé 2 mois, comme je t'avais expliqué, à lever des fonds sur le premier business model. Et je peux pas te dire le nombre de présentations PowerPoint que j'ai refaites, de mails que j'ai envoyés, de calls que j'ai pris, de rendez-vous auxquels j'ai été pour rien, entre guillemets. C'est des bons contacts, donc je peux les recontacter, mais ça m'a pris 2-3 mois. Donc quelque part, c'est une perte de temps. Et c'est le temps, c'est le temps que tu passes pas pour développer l'entreprise. Voilà. Et surtout avoir du feedback de tes clients. Même si ton produit est pas développé, mais il faut aller voir des gens, il faut leur dire voilà, ça c'est mon idée de produit, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous vous sentez. Tant que tu as ça, en fait, moi j'étais trop vite. Je te disais, c'était le cordonnier mal chaussé. Je le sais qu'il faut le faire, mais le plus important, c'est d'aller voir ton marché. Et je pense qu'il y a de la peur qui joue là-dedans. Je pense qu'il y a la peur de se dire, et je pense que c'est tout entrepreneur ou quelqu'un qui veut se lancer à ça, c'est la peur de l'échec. Tu vois, la peur de dire, et si moi je vais voir un patient et que le patient me dit que c'est nul ce que je fais, tu vois, et si. Et donc je pense que t'as peur de te prendre des énormes claques dans la gueule. Et donc de par cette peur, tu fais des choses un peu plus tech et un peu moins marché. Et je pense qu'à un moment il y a rien à faire. Il faut sortir de chez soi, il faut aller voir ton client, il faut aller voir ton patient, il faut aller lui demander ce qu'il en pense. Ouais, et on parlait de mentors et de coach. Est-ce que, au-delà des mentors vraiment en tant que tels pour l'entreprise, est-ce qu'il y a eu des personnes qui t'ont particulièrement inspiré ou qui t'ont donné cette impulsion d'être entrepreneur? Et si oui, qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Alors dans ma famille, j'ai personne d'entrepreneur. Après, mon père a été directeur de différentes entreprises, mais de plus grosses entreprises, et ma tante a été l'une des premières CEO femmes en Belgique à l'époque. Et donc je pense que j'ai toujours vécu dans ce domaine, en tout cas business, où j'ai eu des personnes qui étaient très managériales, dans des positions assez entrepreneurs quelque part. Donc je pense que pour ça c'était un modèle, mais c'est vrai que je pense pas avoir eu de modèle. Tu vois, il y a des gens qui sont fascinés par Steve Jobs ou n'importe qui. Je pense pas que j'ai eu ça parce que justement pour moi, j'ai toujours cru que ça c'était des modèles un peu idéalistes. Et je trouve que les gens qui mettent en avant, ou les podcasts qui mettent en avant des entreprises qui n'ont été que à succès, c'est une fausse image de l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est une fausse image de la dureté de ce que c'est, des étapes, tu vois, comme je t'expliquais, où tu dois passer par tout et rien, où tu dois toi-même faire tous les jobs les plus difficiles et les plus concrets possibles. Et je pense que du coup, j'ai jamais vraiment idéalisé ce genre de personnes qui sont trop loin de moi. Mais par contre, comme je te disais, dans ce cercle d'entrepreneurs qu'on avait créé en Belgique, où on avait invité des gens complètement inconnus, vraiment, hein, mais qui avaient lancé des boîtes qui marchaient super bien, ou parfois qui avaient complètement planté, mais des boîtes à notre hauteur, tu vois. Et le fait de connaître leurs échecs, ce par quoi ils sont passés et comprendre ça, je crois que c'est ça qui m'a inspiré énormément. Parce que je pense que tant que je connais pas la réalité de la chose, pour moi c'était dur de me lancer et me dire évidemment je vais faire le prochain Apple ou le prochain Facebook, tu vois, c'est trop idéaliste. Et il y a sur 10 boîtes, il y en a 5 qui se plantent, on le sait. Et il y en a qu'une qui devient géniale. Donc je pense qu'après il faut un peu lower expectation, tu vois, ramener ses attentes un peu plus basses, parce que il y a avant tout un parcours avec des hauts et des bas dont il faut se rendre compte et dont il faut embrace. Et pour finir, je voulais savoir si tu avais une petite citation, ça peut être une citation du moment ou ta citation favorite, genre celle qui te booste particulièrement. Mais en fait, j'en ai une qui m'est revenue à l'esprit, que j'ai toujours retenue depuis. Je retiens aucune citation et aucune blague. Mais celle-là, je l'ai toujours retenue depuis que je l'ai vue, depuis mes études.
je vais le dire en anglais puis en français parce que c'était en anglais que je l'avais lu, c'était « If you're not ashamed of your product when you launch it, then it's too late ». Donc c'est en gros vraiment dire que si tu ne lances pas quelque chose qui est moche et pas fini complètement, mais c'est trop tard, t'as lancé trop tard. Et c'est typiquement le genre de choses, parce que j'ai travaillé un moment avec des chercheurs, les spin-offs d'université par exemple, on en discutait beaucoup parce que le chercheur, tu sais, il travaille sur son projet pendant des années et puis il veut lancer une entreprise là-dessus, mais le projet est tellement compliqué et le produit est tellement complexe qu'il n'y a pas de marché pour le projet. Et donc en fait, ça revient toujours. Et hier, j'étais en train de mentorer ici des femmes afro-américaines à New York qui sont entrepreneurs. Et c'était pareil, j'en voyais une, elle était là, oui, mais j'ai fait mon site, mais il est pas encore prêt, donc je l'ai pas lancé, tu vois. Et moi j'étais là, mais mets-le, rends-le disponible. Si tu te prends des claques dans la gueule, mais tant mieux, il y a personne qui te connaît, tu vois, c'est pas 10 personnes qui vont ruiner ta réputation. Et je pense que c'est 2 conseils que j'ai pour tout le monde, c'est que on m'a toujours dit, si tu as une idée déjà, si tu as une idée d'entreprise, tu la partages. Il n'y a pas de brevet sur une idée, personne va te piquer ton idée si c'est pas la tienne. Donc tu vois, ne fût-ce que parler de son idée qu'on veut faire dans 1 ou 2 ans, la confronter à des avis, c'est super important. Et puis l'idée aussi vraiment de se dire, tu fais des petites choses, tu fais un petit site, tu lances, tu testes, c'est super important. C'est marrant parce que je sais plus, alors c'est dans un podcast que j'avais entendu ça, quelqu'un qui disait done is better than perfect. Ouais. Et c'est vrai que c'est vrai parce qu'en fait, autant y aller, tu testes, c'est exactement ce que tu dis en fait, c'est que tu testes et puis justement le fait d'avoir des feedbacks, ça te permet aussi de ne pas donner trop d'efforts pour quelque chose qui au final n'aura pas de retour. C'est ça. Où en fait tu vas perdre du temps plus qu'autre chose. Et alors j'en ai une autre qui donne de l'espoir, je trouve. Je sais que t'en veux pas 2, tu prendras celle que tu voudras. Ah si, j'adore. Ouais. Mais parce qu'en fait à l'incubateur ils ont des citations comme ça qui défilent sur des écrans. Et l'une d'entre elles, si tu veux, c'est You only need to be right once. Donc tu dois juste avoir raison une fois. Et je pense que toute personne, surtout moi par exemple dans ce repivot de business model dans lequel je suis aujourd'hui, si tu te poses la question et tu te dis, en fait, je sais toujours pas ce qui va, ce que le marché peut accepter, etc. Tu dois avoir raison une seule fois. C'est ça qui fait fonctionner ta boîte. Tu dois avoir le parfait market fit à un seul moment. Et donc, je trouve que ça donne un peu d'espoir. Non, mais c'est clair. Écoute, on va s'arrêter là pour l'interview. Je te remercie. Non, mais je te remercie vraiment pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'était hyper riche. En plus, tu nous as vraiment donné des petits conseils par rapport à chacune des étapes que toi, tu as vécues à chaque moment de ta vie, que ce soit au niveau pro, perso. Donc, un grand merci. Avec plaisir. Et je suis sûre que ça inspirera beaucoup de personnes. J'espère. Donc, merci beaucoup. Moi, je te dis à bientôt. Et puis nous, on se retrouve en backstage. Super. Au revoir. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les notes et références de l'épisode en barre d'infos ou sur www.piratelepodcast.com. Et si vous avez des questions, des suggestions ou juste envie de me laisser un petit mot, vous pouvez le faire via les commentaires si vous m'écoutez sur Apple Podcast ou alors m'écrire à l'adresse contact@piratelepodcast.com. À bientôt!